Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de la Garde de Nuit pour notre nouvel épisode des manuscrits de Maître Aemon, notre format club de lecture. La Garde de Nuit, association francophone de référence sur Le Trône de Fer et George Martin, et par extension association de gens qui aiment lire des littératures de l'imaginaire. Donc tous les mois, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des lives comme ça pour parler de livres qu'on a lus, en discuter ensemble. Et ce soir, on parlera du second tome de la trilogie de Fondali, donc La Guerre du Jade, parce que tout l'été, on aime bien faire ça. Tous les étés, on lit des suites de livres dont on a déjà parlé. Donc là, on a déjà fait le tome 1, La Cité de Jade, il y a quelques mois. Mais avant de parler de ça, je vais déjà vous présenter mes accompagnatrices, donc Flamme Bonsoir tout le monde. et Yoda. Coucou à toutes et tous. Et on va vous présenter rapidement les deux prochains livres qu'on lit et dont on discutera. Comme ça, si ça vous intéresse de les lire, vous pourrez noter la date et venir en discuter avec nous. Et le prochain livre qu'on va lire, c'est Flamme qui va nous le présenter. Tout à fait. Le prochain livre, il est prévu normalement le 5 août et ce sera la suite de Nevernight, donc le tome 2, qui a pour petit nom Les Grands Jeux, donc toujours de Jay Christophe, et qui suit une nouvelle fois notre héroïne Mia, toujours dans sa vengeance envers sa famille, et qui qui fait maintenant partie de l'église rouge après ses entraînements, et qui donc va continuer sa petite quête de vengeance, tout simplement. Voilà. Un livre qui avait pas mal plu, le tome 1, ça avait pas mal plu c'était Lilou, Nympha et Shrodi, je pense qu'il avait lu. Donc voilà, donc on espère que la suite vous plaira aussi. Et après ça, qu'est-ce que on lit ensuite, Yoda? Ensuite, c'est une toute petite entorse à notre planning de l'été où normalement on ne lit que des suites. Mais ça sera Les Cités de Poussière de Nell Pfeiffer. Pas très facile à prononcer. Qui est l'histoire de d'Elia Serpentine, une érudite qui habite dans une cité, dans un monde où en fait il existe 4 cités qui survivent grâce à la poussière. Une espèce de poudre dorée un peu mystérieuse. Et donc notre brave Delia termine ses études, sa formation en fait, et il va lui arriver quelques surprises puisque pour sa première mission, en fait, elle va tomber sur un grimoire un peu mystérieux. Et en partant de là, plein d'aventures vont suivre. Et c'est elle qu'on va suivre dans toutes ces aventures pour un petit peu déterminer en fait qu'est-ce qui se passe dans ce monde, pourquoi est-ce que l'effondrement a l'air d'arriver, et un petit peu découvrir ces cités de poussière. Voilà. Donc le 12 août, c'est un livre qu'on vous avait annoncé déjà préalablement et on a décalé ça, mais donc là, ça sera le 12 août normalement, toutes les deux avec Willa, vous faites ça. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Donc ça c'est le programme pour le début du mois d'août, parce qu'en fait on a encore deux autres livres de prévus en août, on vous racontera ça au fur et à mesure. Mais pour ce soir, du coup, comme je vous disais, on parle de La Guerre du Jade, donc Jade War de Fondali, qui est la suite de La Cité de Jade, Jade City, qui était un livre, enfin qui est un livre qui parle en gros d'une guerre de gangs, plus ou moins, dans un univers moderne, pas ultra moderne, mais moderne, genre époque voiture, mais pas téléphone portable, pour situer, et dans une île d'inspiration orientale, probablement Japon, mais peut-être un peu un mix d'autres cultures. C'est ce genre d'inspiration en tout cas, et sur laquelle on peut récolter donc du jade. C'est le seul endroit sur cette planète où on peut trouver du jade, qui est une pierre qui donne
en gros des super pouvoirs, plus ou moins, qui augmentent les capacités des gens qui la portent, et qui est donc sur cette île récoltée et utilisée par les clans. Qui ont donc tout un système d'honneur. C'est pas tout à fait des gangs, c'est pas tout à fait des mafias, etc. Ça ressemble, mais avec un grand système d'honneur dans l'utilisation en particulier du jade. Et dans ce premier tome, il y a les deux clans principaux qui entrent plus ou moins en guerre. Plutôt plus que moins d'ailleurs, mais c'est une guerre de clans, donc la vie continue dans la capitale, avec juste des gens qui viennent se battre et se tuer dans la rue, quoi. Donc ça, c'était globalement le premier tome. Et là, on retrouve en fait nos deux clans qui sont toujours en guerre. On a atteint un espèce de plus ou moins de statu quo après les événements du premier tome. Et il y a des événements plus d'ordre internationaux qui vont un peu élargir le conflit, qui vont donner une autre dimension à la fois d'un point de vue géopolitique, avec en particulier aussi le jade, qui est donc une ressource très rare et très recherchée et très prisée, qui va devenir un enjeu commercial international. Et les clans vont devoir un peu se positionner par rapport à ça, et ça va leur donner des nouveaux terrains pour mener leur petite dispute. En gros, voilà, je pense que c'était à peu près complet comme récap du scénario. Pas mal du tout. J'essayais en naviguant un peu sans trop spoiler le tome 1. Ouais. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être Flamme, on peut commencer par toi. Toi, t'étais pas sur le tome 1 non plus, donc si tu veux nous dire vite fait ce que t'as pensé du tome 1, du tome 2. Absolument. Et ben pour commencer, en fait, j'ai regardé le live que vous aviez fait du tome 1. Donc du coup, ça m'avait donné envie de poursuivre, enfin de voir les deux tomes. Et je dois dire que je suis complètement d'accord du coup avec les avis du premier livre qui ont été donnés dans ce fameux live. C'est vraiment une trilogie, du coup, pour le coup, qui est très riche en personnages, pour commencer, et qui est fort bien écrite. Elle est hyper attractive, en fait, dans sa façon d'écrire et de raconter l'histoire, je trouve. Donc, ça permettait vraiment une belle immersion. Et je trouvais, moi, ce qui m'a le plus plu, honnêtement, c'est vraiment l'intrigue principale, tout simplement. C'est le côté de cette émeraude, en fait, qui donne des capacités un peu spéciales au personnage. Donc, avec quelque chose d'assez simple, en fait, on donne quelque chose d'assez extraordinaire au personnage, et je trouvais ça très très intéressant, surtout quand on parle d'une émeraude qui est pour moi très très jolie. Enfin, je trouve ça très très beau en plus de ça, donc j'imagine assez bien la chose, en fait. Voilà, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup porté aussi sur l'imagination et sur ce que ça aurait pu donner, voilà, visuellement. Donc j'étais très portée par la lecture, en tout cas. Et le tome 2, du coup, pour être plus précise, j'ai bien aimé la suite des événements, l'évolution des personnages du tome 1, très très intéressante. Je pense à plusieurs personnages en particulier. Et j'étais très contente de les retrouver, tout simplement. Peut-être une légère déception où j'aurais aimé voir peut-être le côté de l'autre clan, puisqu'on parle de deux clans dans le tome 1. J'aurais beaucoup aimé voir l'autre clan un petit peu, voilà, voir leur point de vue. Mais c'est pas grave, c'était très bien quand même. Voilà. Et du coup, voilà, j'attends votre avis aussi. Yoda, du coup, qu'est-ce que t'en penses? J'ai beaucoup aimé. Quand j'ai démarré ce tome 2, j'avais vraiment très peu de souvenirs du tome 1. J'ai une tendance à vraiment oublier mes lectures. C'est terrible.
Et du coup, j'avais vraiment peur d'être perdue, mais vraiment perdue en me disant, mais enfin, il y a beaucoup de personnages. Donc, et je me suis dit, mais je vais même pas me souvenir, en fait, comment s'était terminé ce tome 1, qu'est-ce qui se passait et tout. Et en fait, je suis rentrée dedans très facilement. Euh, Mon petit bémol à moi, c'est les personnages dont je suis vraiment incapable de me souvenir des noms. Mais vraiment, quoi. Quand on me parle du nom d'un personnage, je me dis toujours, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Euh, et puis finalement, bah, ça m'a pas trop gênée parce que finalement, je me suis dit, bah, je sais pas le nom des personnages, eh bien tant pis, en fait, je vais retenir que euh, le rôle, en fait. Le rôle est important à retenir, mais finalement, leur prénom, c'est pas très très grave. Donc voilà. Je me suis régalée. J'ai beaucoup aimé l'ouverture à l'international en fait de ce tome-là. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que la guéguerre entre les deux clans, bon bah c'était sympathique à un moment, mais je pense qu'on n'allait pas y tenir 3 tomes dessus. On risquait de vite tourner en rond. Avec ce conflit international qui se met en place et les répercussions qui retombent du coup sur les clans de Jade, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Ça permettait d'avoir des opinions très partagées entre les personnages. Ça permettait de voir deux clans qui ne réagissent pas vraiment, mais de la même façon, hein, enfin ne réagissent pas vraiment de la même façon, mais ont finalement le même objectif. Euh, et puis finalement, j'ai fini au bout d'un moment par me souvenir que dans le tome 1, ce que j'aurais beaucoup aimé avoir le point de vue de l'autre clan. Euh, et à me dire des fois, mais en fait, est-ce qu'elle a pas raison, cette petite dame? Eh bien, je me suis encore posé la question. Du coup, est-ce que finalement, par moment, est-ce qu'elle aurait pas raison, en fait? C'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on a des personnages qui sont pas gentils. Enfin voilà, jamais t'en as pas un où tu vas te dire ah ouais il est trop choupi, il est trop mimi, oh, il est adorable. Euh, J'aime beaucoup cet âge-là, j'adorais l'avoir comme voisin. Non, voilà. Mais en même temps, c'est des personnages sur lesquels tu peux en tout cas comprendre leur logique de fonctionnement. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça fait que j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. C'est un tome costaud quand même, hein. C'est 700 pages, on les sent bien passer. Euh, Finalement, je trouvais que ce tome qui prenait quand même un petit peu son temps à s'installer, qui fait des ellipses que je trouve vraiment aussi intéressantes pour le coup, bah, était vraiment très très bon. Bah moi je suis tout à fait d'accord, enfin je suis très d'accord avec ce que vous dites, en particulier tous les points positifs que vous remontez. Donc moi j'étais pas sur le tome 1 non plus, donc pour résumer rapidement, bah j'ai bien aimé le tome 1, voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, bah, sur les deux tomes, globalement, je trouve que en particulier, les personnages sont vraiment traités de façon très intéressante. Ils ont une vraie profondeur et il y a une vraie diversité de personnages et de ressentis vis-à-vis des situations, des choses, etc. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et après, ouais, l'ouverture à l'international avec l'enjeu du Jade, j'ai trouvé que c'était bah, vachement bien d'avoir des nouveaux enjeux. En fait, on avait des enjeux assez personnels dans le tome 1, personnels et familiaux, et là on a des enjeux économiques, des enjeux politiques qui viennent se rajouter. Euh, Moi, j'ai pas spécialement manqué du point de vue de l'autre clan parce que je pense que moi voilà, je suis très partisan. On m'a dit c'est eux le clan pour qui on est, c'est eux les gentils de l'histoire. Et j'étais là, genre ok, les autres c'est les méchants, je les aime pas. Donc moi ça m'allait très bien d'avoir cette dichotomie. Je pense qu'effectivement ça pourrait ajouter des choses intéressantes parce que il y a des personnages intéressants de l'autre côté aussi. Euh, mais j'en ai pas ressenti le manque parce que j'avais suffisamment de diversité en fait dans les personnages du clan principal pour me satisfaire. Donc voilà, donc une très bonne lecture aussi. J'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai préféré moi le tome 2 au tome 1. J'ai trouvé que en particulier sur la fin du tome,
le début, j'ai trouvé que bon, c'était tranquillou, pépère, posé, il se passait pas grand-chose, voilà, il faisait un peu de politique. Et à partir, je sais pas, soit de la moitié, peut-être un peu plus de la moitié, des deux tiers, euh, il se passe plein de choses. Et j'étais là, Oui, c'est clair. waouh! Et Ouais. à chaque fois, j'étais là, genre, ah ouais, cette scène, ça va peut-être être ma scène préférée. Et après, scène d'après, ah bah cette scène, oh là là, en me disant, parce que forcément, quand je lis des livres que je sais qu'on va faire après en manuscrit de Master Raymond, je me dis, bon, il faut que je réfléchisse un peu, ça va être quoi ma scène préférée. Et là, au final, je notais à chaque fois, j'étais, ah, c'est peut-être ça, ah non, c'est peut-être ça. J'étais, ah, ben, en fait, j'ai noté plein de choses, Oui. plein de scènes, parce que, ouais, je trouve qu'elle est assez forte, en fait, aussi pour faire une bonne gestion de l'intensité, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des creux et il y a des gros moments intenses. J'avais déjà trouvé ça dans le tome 1, avec un, un, un twist, disons, un retournement que j'avais pas du tout vu venir et qui arrive assez tôt dans le livre quand même, dans ce premier tome, et qui était venu un peu me chambouler dans le tome 1, me faire me dire mais en fait bah qu'est-ce que je suis en train de lire, c'est pas vraiment ça que je m'attendais. Et c'était très surprenant dans le tome 1. Et en fait, j'ai été surpris dans le tome 2 aussi par des événements, des retournements, etc. Donc c'est quand même bien joué parce qu'en général, une fois que t'as eu, une fois que tu sais que t'es dans un livre dans lequel il peut y avoir des retournements ou des trucs, tu t'y attends un peu plus. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça très bien, ouais. Euh, Moi, je vais rebondir sur le fait que tu dises qu'on n'a pas besoin d'avoir le point de vue des autres. Je suis d'accord. Enfin, même, on a besoin de ne pas avoir leur point de vue. Parce que bah, finalement, sinon... Non, mais ça gâcherait quand même la moitié des surprises. C'est Quoi. vrai. Enfin, c'est sûr qu'on n'en a pas besoin d'un point de vue narratif dans l'histoire, en fait. Moi, c'est quelquefois pas tant sur leurs actions, c'est plus sur leur pensée en fait, je trouve. Enfin, voir finalement, je trouve que le personnage de enfin, la chef du clan adverse est un Ait Mada. personnage. Merci, autant dire. Ça va être une catastrophe. C'est un personnage qui a l'air très intéressant, mais en fait, quelquefois, on comprend pas vraiment son cheminement de pensée, pourquoi elle fait les choses et des choses comme ça. Et c'est finalement à de très rares moments, et c'est assez rigolo parce que ça, c'est vraiment en parallèle avec le premier tome, en fait. C'est très très rare finalement les moments où tu as l'impression qu'elle te dit vraiment la vérité au moment où elle parle à nos personnages, à ceux qu'on suit, en fait. Et c'est presque ce côté-là, en fait. Moi, c'est pas elle est en train de trafiquer ça, on a besoin de le savoir. Ben non, parce que sinon, ça te gâche un petit peu les retournements de situation. Mais j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'elle pense vraiment. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Ah si, c'est complètement ça. Moi, je suis très curieuse de savoir ce qui se passe dans sa tête. Oui, complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, c'est une méchante psychopathe, voilà ce qui se passe dans sa tête. Mais non, moi, j'ai pas envie de la voir comme une méchante psychopathe, en Non, je fait, pense parce qu'elle l'est pas en que... plus. Je pense qu'elle est effectivement beaucoup plus complexe que ça. Pour moi, c'est C'est quelqu'un ça. qui est très Ouais. ambitieuse et qui est un peu aussi prête à tout pour atteindre son but. Mais c'est vrai que ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est juste de l'ambition? Est-ce que c'est un côté de elle, elle pense que c'est ça la meilleure chose à faire euh, pour le bien de son pays ou de sa ville ou il pourrait y avoir un côté un peu comme ça, un peu Et méchant à puis la du coup, Thanos. ouais, elle a forcément du coup un côté très très froid en fait parce que nous on suit des personnages pour lesquels la famille c'est important, le clan c'est important, ils ont des très forts liens entre eux et elle est toute seule en fait en face quasiment en fait. Elle a pas de famille, son clan on voit quand même qu'il y a quand même des dissensions dans son camp et du coup ça en fait un personnage un petit peu très très solitaire, très isolé. Et bah, finalement, quand même, j'aimerais bien la connaître. J'ai envie de la connaître. Ouais. Je
comprends. Je suis pas sûr que tu auras ça. C'est pas trop Je parti sais pas. pour l'instant. Mais, Non, pas vraiment. euh, et sinon, moi, un autre truc sur lequel je voulais rebondir, parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant dans le livre, c'est effectivement la gestion du temps. Je trouve que c'est assez marrant. Il se passe beaucoup de temps en fait dans le livre. Il y a beaucoup d'ellipses qui te sont introduites vite fait en te disant ah oui bah ça c'était il y a 2 mois ou ça c'était il y a 6 mois et t'es un peu obligé de recoller les morceaux, de dire bon alors attends, ce truc qui était il y a 8 chapitres il me dit que c'était il y a 3 mois, ça c'était bon ok donc là le temps a avancé. Il se passe je pense au final du coup 2 ans et demi sur ce tome. Oui, Euh, c'est ça à peu près. ouais c'est beaucoup quand même hein, je trouve. Et c'est assez intéressant et je trouve que ça vient ajouter à la crédibilité de l'univers aussi de dire bah ouais il faut du temps pour que les choses se fassent, pour que Mm. des relations se créent ou évoluent, pour que des plans se mettent en place, etc. Et ouais j'ai trouvé ça assez intéressant cet aspect-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas un truc dont je suis d'habitude très très fan. En fait, les sauts dans le temps, je trouve que des fois c'est un petit peu facile parce que ça permet un peu trop facilement, je trouve, à certains auteurs, en fait, de pas avoir besoin du coup de développer les relations entre les personnages. Tu les prends à un moment donné, tu les reprends 6 mois après, c'était des gens qui se connaissaient à peine, ils se sont mariés, tu vois, entre-temps. Donc, là, pour le coup, il y en a besoin, en fait. Tu vas pas passer 2 ans et demi à Lucie. C'est déjà quand même assez long, hein, donc tu as C'est besoin vrai. d'avancer. Il faut quand même qu'on avance dans cette histoire. Et en même temps, ça serait très peu crédible qu'en effet, tu te retrouves avec des situations qui évoluent en 15 jours, quoi. Autant, quoi, en fait. Ils ont besoin d'avoir ce laps de temps et du coup, ça renforce vraiment la crédibilité sans toucher tant que ça aux relations entre les personnages, puisque elles évoluent vraiment très naturellement. Mm. Oui, elles évoluent de façon très logique les relations de personnages. En fait, ça leur permet d'avancer plus vite entre guillemets, enfin du coup à un rythme normal, euh, Oui. mais tout en restant crédible. Et en fait, quand les relations entre personnages doivent évoluer, tu vois quand même les moments qui les mettent dans cette direction, quoi. Euh, Ah, et je du suis et du coup, qu'est-ce que vous mettriez en point fort du livre? Bon, moi, j'en ai déjà vraiment parlé très vite fait, mais moi, j'ai trouvé vraiment que l'ouverture à l'international était très intéressante. Ça permettait aussi enfin, je trouvais de remettre un petit peu les clans de Jade un petit peu à leur place, en fait. Enfin, finalement, qu'est-ce qu'ils sont au niveau international? Ben, pas forcément grand-chose. Enfin, ils sont importants, hein, mais c'est finalement un rouage parmi d'autres rouages qui sont en place à un niveau politique. Alors eux, ils influent eux-mêmes, ils influent énormément sur leur propre île, mais leur île est finalement très à la marge. Enfin, elle est importante parce qu'il y a du jade, on a compris que c'était pour ça. Mais en soi, dans une guerre qui se met en place entre deux pays et dans lequel un troisième pays va intervenir, soutenu derrière par un autre pays qui lui-même ne s'y implique pas vraiment, eux, bah finalement, ils sont là pour l'assistance logistique presque en fait, quoi. Oui, c'est vrai. C'est trois fois rien, quoi. Ils sont finalement des gens qui sont très très importants à leur échelle, finalement ne sont finalement que des petits rouages dans un grand monde, dans un grand, oui, dans un grand monde, quoi, voilà. Et, et tout en étant vraiment que juste des petits rouages, ils arrivent quand même à bien mener leur barque, quoi. Mm. Ouais, ça apporte Oui, du c'est recul, hein. exactement ça. Mm. Et dans le même ordre d'idée, c'est marrant aussi de voir la vision qu'ont les autres pays, les autres cultures sur
eux, leur culture, qui est très particulière et très marquée par le jade et par les green bones, donc je sais pas en français comment il dit, Émeraude. les Les eaux eaux émeraudes, émeraudes. Ouais. qui du coup à Janloon, donc dans leur ville, sur leur île, ont une image très respectable, même si bon c'est des personnes un peu potentiellement violentes, mais de manière très respectable. Et à l'international, ils ont donc une image complètement différente, beaucoup plus de gangsters. Et le Jade a une image complètement différente aussi. Enfin ouais, ça met les choses en perspective. Oui. Et zut, j'allais rebondir là-dessus, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, c'était vraiment pas très très intéressant. Tu nous diras si ça te revient. J'ai trouvé qu'en fait que ça faisait aussi un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, sur un univers qui est censé un peu fantasy fantastique, mais que j'ai toujours trouvé très très finalement plus gangster que vraiment fantasy fantastique. Cette guerre en fait qui s'enlise, ce conflit qui n'a pas de fin, ces pays qui s'y impliquent alors que vraiment des fois certains n'ont vraiment pas très envie, c'est quand même très très actuel aussi, et là j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. La gestion des réfugiés, les soutiens logistiques, les choses comme ça sur un conflit où finalement la plupart d'entre eux ne s'intéressent pas tant que ça au conflit territorial en tant que tel. Certains personnages, certains habitants de Jean-Loup ne sont intéressés par les humains qui sont impactés, quoi. Eux, ça les voilà. Mais le conflit en tant que tel, cette espèce de revendication territoriale, à laquelle, à vrai dire, j'ai pas tout à fait tout compris au bout d'un moment. Euh, voilà, c'était peut-être pas le gros point fort qui intéressait les gens, et finalement, n'empêche que tout le monde y est un petit peu impliqué à l'arrivée. Ouais. Bah, c'est très actuel et en plus c'est marrant parce que je trouve que comme tu dis, le côté fantasy fantastique, en fait le jade, à part à quelques moments clés où Mm. il va avoir un fort impact, en fait sinon le fait que cette ressource ait des pouvoirs entre guillemets, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, ait des pouvoirs tout court, ça intervient pas tant je trouve. Ça intervient dans le sens où c'est ça qui lui donne son importance commerciale et politique. Mais des moments où on voit vraiment enfin Mm. c'est pas un livre de super-héros quoi. Ils ont pas tout le temps à s'envoyer des rayons laser dans la tête ou quoi que ce soit. Ça leur augmente un peu leur capacité, mais il y a pas tant de moments où c'est vraiment Mm. central et important quoi. C'est vrai, Euh, ça prend pas la place principale du Mm. récit en fait. C'est plus des stratégies politiques autres, mais qui vont avoir pour fil conducteur le jade finalement. Oh, c'est vrai, ouais. Ah ouais. je trouve que ouais, t'as des moments. Ouais. Le plus important en fait, c'est en gros, l'un des effets du jade, c'est donc d'améliorer leur sens de la perception et un peu de pouvoir percevoir vaguement les émotions des autres gens qui ont du jade. Et ça, c'est le truc le plus utilisé, je pense, dans le livre, Oui. parce que ça leur Et permet le un peu plus de, intéressant d'ailleurs. Ouais, ouais, complètement. ça leur permet un peu de savoir quelles sont les intentions plus ou moins des gens autour d'eux, quoi. Mm. Donc ça, c'est pas mal utilisé, mais après, le fait que ça leur donne plus de force ou plus de résistance ou de machin, bon, bah, il y a quelques scènes de combat où du coup, ils utilisent ça, mais comme en plus, en général, c'est des combats de gens qui ont du jade contre gens qui ont du jade, bon, Mm. bah, si aucun des deux avait de jade, juste ils se taperaient dessus, quoi. C'est ça. C'est clair. Et c'est peut-être encore plus flagrant, pas tant que ça me souvient, mais j'avais l'impression quand même que dans le tome 1, il y avait plus de conflits francs en fait entre les deux clans, qui là finalement ont cette espèce de trêve qui est en cours et qui du coup ils se tapent pas dessus tant que ça, quoi. Donc, Mm. donc Oui, on forcément, sent que comme c'est en plus plus ils ont. temporisé. Oui, et comme en plus ils ont quand même cette espèce de code de l'honneur qui est quand même important, très 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 important pour eux, qu'on n'attaque pas les civils. Bon ben voilà, donc Ça aide pas mal, ça, c'est vrai. voilà. Du coup, forcément, il y a peu d'utilisation du jade en combat, quoi. Bah, pas contre des gens qui en ont pas, en général, quoi.
Flamme, toi, t'aurais mis quoi en point fort du coup du livre? Tout ce que vous avez dit, grosso modo, parce que ouais, moi, ce qui m'avait le plus plu, c'était le côté voilà un peu plus politique, stratégique aussi, et étendu avec d'autres parties géographiques. Donc, je pense à deux endroits en particulier qu'on verra plus tard, mais ouais, l'entrée dans le récit de d'autres, c'est pas des clans du coup, mais ça va être d'autres nations, on va dire, à côté, quoi. Voilà. Et c'était vraiment intéressant de voir un peu comment les familles qu'on avait vues, les clans qu'on avait vus sont perçus ailleurs. Et effectivement, voilà, tout ce que ça implique, comment c'est perçu. Et on se rend compte que finalement, c'est pas tant important que ça et c'est beaucoup plus petit que ce qu'on avait l'impression de voir dans le tome 1. Donc oui, non, ça rejoint complètement ce que vous avez dit. Sinon, en point fort, je trouvais que j'avais peur voilà, qu'on ait fait aussi un peu le tour des personnages et tout en tome 1. Et en final, tome 2, je suis pas déçue de comment on voit les personnages évoluer. Tous ceux du clan Sensim, je crois que c'est ça. Qu'on retrouve, on n'est pas, on n'arrive pas à essoufflement des personnages, je trouve. Et ça, c'était un point qui était important pour moi, parce que j'aime bien suivre les évolutions de personnages. Donc, pour moi, c'est un bon point fort, ouais, d'arriver à les rendre toujours aussi intéressants et de les faire évoluer de la bonne façon, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais mis les personnages aussi en point fort. Je trouve que c'est vraiment eux qui tiennent le récit en fait. Même sur les moments où il se passe moins de choses, en fait, ils sont là, ils évoluent et ils interagissent. Je trouve que les interactions entre personnages sont intéressantes aussi. Euh, je trouve en particulier que tu sens des tensions, mais tu sens surtout du côté du clan du coup Sensim, tu sens Mm. que malgré les tensions, c'est des gens qui tiennent beaucoup les uns aux autres. Et j'ai trouvé que ça C'est ça. transparaissait bien et que C'est hyper bien amené, en fait. Ouais, ouais, ouais. c'était assez agréable en fait. Ils ont au final, ils créent une espèce de cohésion au sein de leur clan que j'ai trouvé, ouais, assez agréable. Complètement. Et ah oui, je pensais à ça tout à l'heure, mais du coup ça, j'avais pas du tout tilté, mais quand tu parlais d'immigration, Yoda, que c'était un sujet au niveau de la guerre, parce que donc il y a tout un sujet de les réfugiés de guerre, etc. Mais en fait, je viens de tilter, mais l'immigration c'est aussi un gros sujet dans un Mm. des pays qu'on découvre. En gros, on suit des personnages qui sont eux-mêmes immigrants donc en Espeña, qui est une des grosses puissances. Et j'ai trouvé que toute cette réflexion-là, c'était assez intéressant aussi de voir Mm. la vie de communautés immigrantes qui essayent de s'intégrer dans un nouveau pays, donc à une culture différente, qui essayent quand même de maintenir sa propre culture, ses propres traditions, mais tout en les ménageant bah, pour s'intégrer, pour pas se faire mal voir, et avec les générations d'eux, entre guillemets, qui eux ont moins cet attachement culturel à leurs racines parce que ils l'ont pas vraiment vécu et qui viennent un peu transformer toutes ces traditions et toute cette culture qu'ils ont hérité de leurs parents, mais qui réaménagent avec le pays dans lequel ils vivent. Et le regard que peut avoir, donc là on a un personnage qui arrive de John Loon et qui va découvrir cette espèce de simulacre de sa culture. En fait, lui, il le voit comme presque comme une farce en fait, et t'as un peu un clash entre les deux. De eux, c'est la façon dont ils ont réaménagé la chose, et lui, il trouve que c'est un peu ridicule et que c'est pas ça du tout. Et je Mm. dirais que ça menait pas mal, ouais, de réflexions intéressantes. Et d'un point de vue en fait d'un point de vue très concerné qui est pas souvent le point de vue qu'on a enfin moi dans les trucs que j'ai l'habitude de lire en tout cas.
c'était extrêmement intéressant même, je trouvais. Parce que t'as tous ces personnages qui essayent de reconstruire un petit peu leur culture dans une autre culture, tout en voulant s'intégrer à cette culture-là, avec des gens en face qui n'ont pas envie de les intégrer. Mm. Euh, C'était vrai. J'ai beaucoup aimé moi, les passages à Espeñas. C'était je sais vraiment tous les passages à Espeña. J'ai trouvé ça très intéressant avec toute cette petite bande de personnages qui font ce qu'ils peuvent tout en sachant qu'ils ne retourneront pas dans leur autre pays, quoi. Ils sont vraiment entre deux cultures et ils font de leur mieux comme ils peuvent. Et t'as Anden qui est là et qui essaye de. Mais qui finalement est lui aussi entre deux choses aussi. Donc. C'est compliqué pour tout le monde, mais moi, les passages à Espeña étaient vraiment très intéressants, j'ai trouvé. Et est-ce que, au contraire, vous auriez quand même des points faibles à soulever, à signaler? Si on repart par Yoda, Euh, vas-y. ouais. Moi, il y a le personnage de Béraud que je supporte pas, qui m'agace, qui est J'ai horrible, l'impression que personne le supporte, celui-là. Ouais, personne l'aime, hein, mais puis tout C'est pour pas vrai, être hein. aimé en même temps, quoi. Et que en fait c'est un personnage, enfin c'est un livre, une série de livres où les personnages n'ont pas de chance. Enfin, personne ne peut dire qu'il survit avec de la chance dans ces livres. Ils réfléchissent, ils ont des tactiques qui marchent pas, ils ont de la force, ils utilisent leur jade, leur pouvoir, ou pas leur pouvoir d'ailleurs, ils utilisent leur intelligence, enfin tout ça. Et puis t'as Béraud qui est stupide comme c'est pas permis. Qui est bête comme ses pieds, qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe autour de lui, et qui en fait ce mec-là, j'ai envie de te dire que mais en fait à lui tout seul, ce petit con, hein, on dit comme ça, en fait, va finir par en fait réussir à détruire entièrement. S'il continue comme ça, il va finir par détruire 2 clans à lui tout seul, sans même le vouloir, quoi, presque. Et en fait, au-delà du personnage qui m'insupporte, j'ai un petit peu l'impression qu'il est là quand il y a besoin de refaire partir le récit un petit peu ailleurs et qu'il est un petit peu facile en fait. Mm. Et du coup, je l'aime pas beaucoup lui déjà, mais j'aime pas trop non plus son rôle dans l'histoire en fait. Je suis complètement d'accord avec Voilà. toi. Sur les deux aspects de ce que tu dis, en fait, je trouve qu'il est effectivement insupportable en tant que personnage. On s'attache pas du tout à lui. En plus, on le voit très peu, donc on n'a même pas. Déjà, il a rien pour plaire, mais en plus, on le voit pas assez pour trouver un quelconque prétexte pour s'attacher à lui. Et en plus, effectivement, c'est un peu parfois, ça donne l'impression d'être une solution de facilité de venir faire. C'est un peu la représentation des aléas, quoi, et du hasard et du tu peux Oui, pas tout prévoir. Mais en fait, je m'étais ouais. fait la réflexion. Je trouve que c'est loupé. En fait, je trouve que c'est effectivement le truc loupé dans les deux tomes, qui est que, à mon avis, en tout cas moi, comme je le vois, j'ai l'impression que le rôle supposé de ce personnage, c'est d'une part nous donner un point de vue du peuple, entre guillemets, enfin, de quelqu'un qui n'est pas dans les clans et qui est un peu victime, plus ou moins, de ça et qui chercherait à s'intégrer et à faire quelque chose sans y arriver, genre un peu une représentation de cette population en étant en plus un personnage de gros loser. Et en même temps potentiellement aussi venir te dire bon bah t'as beau tout prévoir, il peut y avoir des trucs que t'anticipes pas et que tu prévois pas. Mais je trouve pas ça réussi. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça le but, mais que la façon dont c'est fait ne marche pas parce que ça va trop vite et ça paraît trop facile. Oui, il est beaucoup trop facile, je trouve. Alors que le fait que l'histoire du petit grain de sable qui vient tout faire bouger, moi je trouve ça plutôt intéressant ouais, dans le fond, mais pas avec lui, pas avec ce personnage-là qui m'énerve. Mm. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas comment ça aurait. Est-ce que je me demandais, est-ce que il aurait pas fallu que chaque fois que t'as un grain de sable, ça soit un personnage différent, enfin, tu vois, un random Mm. différent qui vienne faire le grain de sable, mais est-ce que ça ferait pas Ouais. trop bizarre du coup? Je sais pas.
Mais c'est vrai que là, puis lui, il est insupportable et à chaque fois, en plus, il s'en sort, il continue à chouiner, il continue à faire de la merde et derrière, C'est ça. il crée des catastrophes, il s'en sort de nouveau et t'es là. Franchement, chaque fois que je voyais un chapitre où je voyais Béraud, j'étais genre, oh non, pas lui. Oh, non, mais c'est vrai, quoi. Mais c'est tout à fait. Vraiment, je suis d'accord. Alors que je trouve que dans le genre grain de sable, mais qui peut-être est vraiment bien plus intéressant, je trouve que, en fait, le nouveau. C'est le point. Non, c'est la corde. La nouvelle, la nouvelle corne, en fait, du camp d'en face, là, qui vient de s'installer, lui, pour le coup, a l'air beaucoup plus intéressant. Et c'est marrant en fait, pas marrant, drôle bizarre hein, en fait, ce personnage où les gens nous qu'on suit de notre côté en fait ont du mal aussi à le cerner et ne comprennent pas trop en fait qu'est-ce qu'il est exactement et ils disent bien d'ailleurs que c'est une c'est quoi ouais. Point, c'est un point très très atypique et qui en fait a un rôle vraiment vraiment entre deux et pour le coup moi c'est ce personnage là qui lui aussi met pas mal de graines de sable dans ce que tente de faire nos héros est bien plus intéressant pour le coup. Peut-être parce qu'on n'a pas son point de vue, si ça se trouve si on avait son point de vue il est insupportable aussi. Peut-être. Mais puis même en personnage qui a l'air insupportable aussi, qui met des grains de sable, mais ça paraît plus légitime et mérité. Je trouve qu'il y a tout un arc donc avec des trafiquants de jade en gros qui viennent d'un autre pays et qui vivent leur petite vie de trafiquants. Et eux, pareil, en fait, ils viennent un peu ruiner certains plans ou certains trucs prévus. Mais au moins il y a une intention. Enfin, eux, leur intention, c'est pas de ruiner les plans, hein, c'est de se faire de la thune en trafiquant du jade. Mais ça paraît moins random, quoi, les moments où tout d'un coup, bah oui, on a un peu ignoré ce sujet-là et ça revient nous mordre la queue, quoi. Et ça nous revient, ça, ouais. D'ailleurs, ça aussi, c'est très intéressant. C'est les points négatifs en plus. Le fait que finalement, à certains moments, les personnages se concentrent sur ce que eux pensent qui est important à un moment donné, et que le fait qu'ils laissent de côté certains sujets finissent par leur revenir dessus. Ça, c'est très bien fait aussi, quoi. Ils ont plusieurs problèmes à gérer en même temps, et c'est très compliqué de tous les gérer en même temps. Flamme, est-ce que tu avais un autre point négatif que Béraud? Bah, je réfléchissais, parce qu'effectivement, Béraud est quand même un très bon exemple. Non, si je devais relever un tout petit point négatif, mais c'est plus une gêne qu'un point négatif pour moi, c'est que effectivement, bah, comme l'a souligné Yoda au début du live, j'avais un petit peu de mal avec les noms des personnages et avec leur attribution, leur statut en fait. Donc par exemple, voilà, qui est corne, qui est enfin pilier, etc. Après pilier, ça va, ça reste plus simple quand même. Mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu gêné au début de la lecture parce que je me mélangeais un peu les pinceaux, mais c'est vraiment pour chipoter quoi. C'est pas un gros point négatif. Hein. Mais ouais, peut-être une petite note dans les débuts parce qu'il y a des cartes en plus. Donc ça c'était pour le coup ça c'est un point positif pour se repérer. Peut-être qu'il y a quelque chose, un organigramme, j'en sais rien, pour voir un peu qui est qui et les statuts, tout ça, quoi. Au début du tome 2, il y a un... Tu n'avais pas la liste des personnages? Ouais. Alors peut-être pas sur le tome 2, j'ai pas fait attention, alors peut-être. Au début du tome 2, il y avait une liste, je pense, ouais. Il y a la liste des personnages, en fait, avec leur rôle? Ouais. Ah ouais, alors peut-être que leur nom et leur rôle et les clans dans lesquels ils sont, qui n'ont pas empêché grandement, moi, de me mélanger les deux frérots. Ouais, vraiment... Et autant j'étais capable de se dire oui, lui il est pilastre et l'autre il est corne. En fait, je savais leur rôle, machin. Mais quand on me disait juste le prénom, c'est lequel des deux en fait quoi. Non mais j'avais tendance à les confondre très souvent aussi, hein, donc je comprends tout à fait. Merci. Après, je suis très connue pour oublier lamentablement à chaque fois qui est qui. C'est pas.
Et moi, alors moi, si je devais dire quelque Vas-y. chose, c'est pas vraiment. Donc moi, c'est pas vraiment un point négatif parce que à part Béraud, je pense que Béraud c'était mon plus gros point négatif aussi. Mais un truc pas complètement négatif, mais que je trouve intéressant à souligner, c'est que je trouve que l'autrice a tendance à beaucoup euh, expliquer et expliciter les choses. C'est-à-dire, je m'explicite moi-même. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont assez subtiles dans le comportement et les dialogues et les paroles des, des, des gens, des personnages, donc dans ce qu'ils sous-entendent, dans leur façon de se comporter, parce qu'ils sont quand même dans des sociétés très codifiées, euh, avec beaucoup de codes à la fois gestuels, de posture et dans les dialogues aussi. Ils ont tendance à faire beaucoup de sous-entendus et à se passer des messages assez subtilement dans leur dialogue ou par, encore une fois, leur posture, etc. Et c'est souvent derrière expliqué et explicité, c'est-à-dire que tu vas avoir un personnage qui va dire un truc et après en voix off en quelque sorte, enfin tu vas avoir le décryptage de ce qui s'est passé quoi. Genre en faisant ça, il faisait comprendre que blablabla ou en faisant ça, elle lui signifiait que truc. Et du coup, c'est pas forcément un point négatif pour moi. J'ai pas trop décidé en fait, parce que d'un côté, je trouve ça bien que les personnages aient cette subtilité les uns envers les autres et que ça soit pas dit tout à gros sabots. Et je peux aussi comprendre parce qu'il y a des situations où c'est effectivement utile que t'aies le décryptage parce que toi t'es pas imprégné de cette culture depuis ta naissance. Donc je peux comprendre que l'autrice vienne t'expliciter la chose et c'était pas spécialement mal fait. Voilà, je pense qu'il y a quelques fois où je me suis dit qu'on aurait pu laisser un peu de mystère ou qu'on aurait pu faire un peu plus confiance à l'intelligence du lectorat. Mais à la réflexion, je me dis que à choisir, je préfère qu'il y ait deux, trois fois où on m'explique un truc que j'avais compris et où je me dise bon bah ça va, me prends pas pour un débile, mais que les 15 autres fois on m'explique et comme ça j'ai pas loupé le truc. Euh, donc voilà, au final, je pense pas un point négatif, mais c'est un point que j'ai relevé en tout cas. Je sais pas si vous aviez noté ça ou ce que vous en aviez pensé. Pas du tout. Pas tant que ça. Moi, en tout cas, je l'ai pas trop vu. Ça m'a pas choqué pendant la lecture, mais maintenant que tu le dis, enfin, je vois de quoi tu parles. Ça, oui, tout à fait. Après, je suis d'accord avec toi, ça peut desservir comme être utile en fait. Donc finalement, on sait pas trop si c'est un point positif ou négatif. Hmm. Un point neutre au final, mais Oui, ça peut être un point neutre, tout à fait. mais non, en vrai, je pense en parlant, en y réfléchissant, je pense que c'est plutôt au final plutôt positif peut-être, mais voilà, Oui, mais je peut-être trichais. gênant au moment de la lecture pour le coup. Bah, il y a Un peu redondant, quelques un peu occurrences, lourd ouais, c'est ça. peut-être. Il y a quelques Mm, occurrences où je me suis mm. demandé si j'aurais préféré Ouais, qu'on me le dise pas. je comprends. Mais je sais pas si Mm, j'aurais mm. compris tout autant toutes les subtilités. Euh, donc voilà, au final, c'est pas si mal, je pense. Ça permet, disons que ça permet d'en faire un livre qui se lit quand même très facilement. T'as pas besoin Oui. d'avoir ton Oui. cerveau à fond. Enfin oui, il faut reconnaître et repérer les noms des personnages. Mais à part ça, globalement, t'as pas non plus besoin de réfléchir à fond, alors que il se passe quand même des trucs. C'est pas 100% basique non plus, ni dans le scénario, ni dans les interactions, ni dans rien du tout. Mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment bien explicité, donc t'as pas besoin Mm, mm. de rester concentré et de lire chaque phrase en te disant alors attends, qu'est-ce qu'il essaye de dire, quels sont les sous-entendus, etc. Il y a des sous-entendus dans les dialogues, mais après on te les explique, donc c'est bon. Euh, Voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres thématiques ou d'autres points génériques sur le livre qui vous viennent et dont on n'aurait pas encore parlé?
d'ordre non spoilant, mais qui viendrait apporter un Oui. éclairage supplémentaire sur le livre pour des lecteurs et des lectrices qui se demanderaient s'ils veulent le lire. Déjà, est-ce que vous Tu direz vas que le si lire le tome 2. ouais, sur un tome 2. Non, mais pour l'instant, on n'a pas non plus spoilé le tome 1, je pense. Donc, on pourrait dire, si vous C'est avez vrai. rien lu, Oui. lisez-le, moi je pense. Hein. Et si vous avez lu le tome 1 et que vous vous demandez, est-ce que vous recommanderiez à des gens qui ont lu le tome 1 qui se demandent s'ils doivent lire le tome 2? Oh, bah oui, quand même. Oui, oui. Moi, il y avait un truc bizarre, c'est que quand j'ai fini le tome 1, j'ai pas eu envie, tu vois, enfin, me dire, oui, j'ai vraiment envie de lire le tome 2. Vraiment, c'était pas ma priorité. D'ailleurs, tu vois, soyons franchement honnêtes, on n'aurait pas eu le MMA, je n'aurais peut-être pas lu le tome 2. Voilà. N'empêche, maintenant, une fois que j'ai fini ce tome 2, j'ai besoin et j'ai envie de lire le tome 3. Voilà. Donc Ça, tu c'est- regrettes ça, pas. c'est bien. C'est un bon argument, ça. Où est mon tome 3? Mais moi je pense que je vais clairement lire le tome 3 très prochainement en plus, avant d'avoir oublié. Parce qu'en plus, j'ai pas parfois, quand tu lis plusieurs tomes à la suite, tu peux avoir un peu une tendance à saturer ou à quelque chose, ou à te dire bon là faut que je Ouais. fasse une pause pour continuer à en profiter. Personnellement, bon moi du coup j'ai enchaîné les deux premiers tomes et ça m'a pas du tout fait ça. Donc ça c'est plutôt point positif aussi. Oui. Ok. Oui, on recommande le tome 2. Lisez le Oui, tome on 2. le On recommande le recommande. tome Hein. 2. Et bah du coup je vous propose qu'on passe à la partie spoil. Donc si vous nous écoutez, que vous n'avez pas lu ce tome 2 et que vous voulez pas être spoilé, je vous suggère d'arrêter de nous écouter. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas à revenir écouter la suite quand vous aurez lu le tome 2 et à venir nous dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, spoilons allègrement et on peut peut-être commencer par parler. Est-ce que vous préférez commencer par parler des personnages ou des scènes? Je pense que les deux vont se mélanger au bout d'un moment. Ah ouais, ça Tout dépend. à fait. Peu importe. Ok, bah je vous Fais ton propose choix. qu'on parle des personnages et puis si après avoir parlé des personnages, si on voit qu'il y a d'autres scènes dont on veut parler, on en parlera à ce moment-là. Ah oui, Et tout bah, à fait. du coup, qui a été votre personnage préféré? Et je pense qu'après on parlera aussi de d'autres personnages probablement parce que ils sont quand même intéressants ces petits gens. Oui. Et ouais. Bah, Yoda, dis-nous, qui est ton chouchou ou ta chouchoute? Voilà, mais il y a beaucoup de monde que j'ai bien aimé. Du coup, c'est compliqué d'en trouver un vraiment, parce que vraiment, je sais pas. Bon, Flamme, qui était ton chouchou ou ta chouchoute? Alors moi, pour le coup, vraiment, tome 1 et tome 2, ça reste le même en plus. C'est Anden. Alors, je sais pas comment vous le prononcez, Anden ou autre, mais ouais, je pense que ça a été mon personnage préféré des deux tomes complètement. J'en ai apprécié beaucoup d'autres, mais c'est lui qui est mon petit chouchou, je pense. Tout simplement dans la construction du personnage, ses démons intérieurs, on va dire comme ça, et ses interventions, tout son côté un peu à côté aussi du clan dans le tome 2, là, pour le coup, où il part à Espenia. J'ai trouvé ça hyper sympa aussi. Je te rejoins complètement, Yoda, sur ce que tu disais tout à l'heure sur les parties à Espenia. Donc ça a favorisé en plus mon avis sur ce personnage. C'est pour ça que je disais que ça allait beaucoup se rapprocher les personnages et les scènes. Mais ouais, complètement. J'aime beaucoup Anden et j'appréciais énormément le personnage de Ait Mada dans le tome 1 et c'est pour ça que j'aurais aimé un peu plus connaître la psychologie du personnage dans le tome 2, mais c'est pas bien grave qu'il n'y en ait pas eu. Je la trouve intéressante comme méchante du coup sur ce point-là et ouais, je trouve qu'elle est vraiment enfin, j'aime beaucoup les scènes avec elle. Je trouve qu'elle rajoute un petit enjeu très très sympa. Donc ouais, ce seront mes deux personnages préférés.
Du coup, Yoda, est-ce que Tout à tu as fait pu trouver d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Aït Mada, que je trouve assez Voilà. fascinante, avec un personnage qu'on ne peut pas aimer, en fait. D'autant plus que le livre est écrit, en fait, du point de vue des autres personnages, enfin, de Ouais. ses adversaires, en fait. Comment est-ce que tu peux bien aimer Aït Mada? C'est impossible. Et en même temps, moi, je la trouve fascinante, en fait, ce personnage-là. Et en fait, peut-être vraiment, au final, c'est le fait qu'on n'ait pas son point de vue qui la rend fascinante, et que si ça se C'est trouve, vrai. on avait à la suivre, on la trouverait odieuse, en fait, tout le temps, quoi. Mais Aït Mada est très intéressante. Emery, Anden est en effet, je pense, mon personnage préféré, parce que les scènes à Espenia, en plus, sont très chouettes, et c'est un personnage très intéressant, un peu à la marge. Je l'ai bien aimé, et évidemment, j'ai perdu son nom. Zut, ça va revenir. Je vais y arriver. Wen. Ah oui, Du coup, effectivement, c'est vrai. la femme d'Ilo, je trouve. Je suis pas certaine, j'arrive pas à m'en souvenir. J'ai lu le tome 1 plutôt, qu'on ait eu tant que ça son point de vue à elle dans le tome 1. Et là, je trouvais que du coup, le personnage était bien plus mis en avant, était bien plus intéressant, bien plus Complètement. actif aussi. Et le fait qu'on la suivait, elle était bien plus. Moi, je trouvais ça mieux. Et le fait aussi, je pense, que le livre se déroule sur une longue période a été très bon pour elle, en fait. Parce que je pense que si on l'avait suivi à peine sur une année, au moment où, en fait, elle enchaîne ses 2 grossesses, ouais, Oui. bon, bah, cool, quoi. Enfin, voilà. Le fait que je sois pas giga fan d'Hilo, je pense, me fait aussi bien aimer Wen. Plus Je me demande pourquoi. Voilà, moi, il m'agace énormément, tout en étant un personnage Oui. que je comprends. Voilà. Oui, Enfin, absolument. je comprends bien. Mais voilà, j'aimais beaucoup Lan pour le coup, et moi, Hilo, en rapport, m'hérisse un petit peu. Même si tu sens bien, le bonhomme fait ce qu'il peut. Enfin, vraiment, au bout d'un moment, et il le fait très bien ce qu'il peut. Même pour quelqu'un qui n'a pas été formé pour être son chef de clan, il est remarquable. Enfin, voilà. Mais c'est un personnage avec lequel je n'aime pas trop la mentalité. Voilà. Et donc, Wen, très bien aussi. J'ai bien aimé, pour le coup, on le suit pas trop. Bah alors, celui des 2 frères, qui n'est pas la corne, mais l'autre, voilà, a l'air très chouette aussi. J'ai bien aimé Pipa, les savoir pourquoi. Genre, voilà. Mais j'ai trouvé un peu Pipa Touki aussi. Ouais, Pipa, j'ai pas. One Pipa, l'adjoint, enfin, le bras droit de Shae, à l'augure des saisons. Ah, oui. Papy, non? C'est Pipa? Voilà. C'est pas Papy? Ouais, c'est Je sais Pipa. plus le nom exact, mais One me dit quelque chose par contre. Ouais. Et Woon. One Pipa, donc. Ouais, ok. Ouais. One. Oui, non, mais j'avais pas du tout. Désolé. Oui, Non, t'inquiète. l'adjoint de chez, ok. Voilà, c'est déjà pas mal. Hmm. Voilà, en fait, je trouve que les personnages sont tous très bien caractérisés, ont tous des réactions très logiques, sont tous intéressants. On peut ne pas les aimer parce que on bloque sur leurs actions, sur leurs réactions, sur leur schéma de pensée sur lequel tu peux être franchement en opposition. Il n'empêche que c'est des personnages qui sont très bien construits. Moi, je vais prendre la défense de Hilo un peu quand même, parce que moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très attachant, en fait. Son côté, il essaye vraiment de faire le mieux qu'il peut. Il a très conscience de ses défauts, je trouve, de ses travers et de un peu ses réflexes de corne. Et il essaye d'aller à leur rencontre quand même, quand il trouve que ça mérite d'aller à leur rencontre. Et puis quand il trouve que c'est mérité, il y va, et il ressort son côté un peu plus bourrin. Mais ouais, moi j'ai trouvé que c'était un personnage, en fait,
beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît à premier abord. C'est pas du tout un cliché de, bah voilà, c'est pas du tout un cliché de gros bourrin. Il est très sensible. Il est un petit peu impulsif et colérique, mais il a la capacité à prendre du recul sur ses propres réactions et voire à s'excuser. Ça peut lui prendre 1 an ou 2, mais il finit par voilà. Il tient énormément aux gens qui lui sont proches. C'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle aussi, ce qui vient un peu jouer contre lui aussi quand il a l'impression que les autres ne sont pas au même niveau que lui. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est tellement haut sur la fidélité, je pense, que quand les gens sont pas autant que lui, il se sent beaucoup plus vite trahi. Et ouais, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et en plus voilà, je trouve que il fait des efforts. Tu vois, il y a un moment où t'as Shay qui nous dit que quand même il passe ses soirées à lire les documents financiers qu'elle lui a mis sur la table et tout. Tu te dis bah en fait ouais, si c'était juste un bourrin, il dirait bon, j'en ai rien à foutre de tes trucs, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Mais là, il va quand même les lire. Au final, il lui dit tu fais comme tu veux parce qu'il a confiance en elle. Mais il se force à s'y intéresser, il se force à regarder, à se tenir au courant. Il fait pas juste ce qui lui chante, quoi. Et voilà, je trouve vraiment intéressant. Et je trouve que il est perçu beaucoup moins subtil et intelligent émotionnellement qu'il n'est, même par les autres personnages, quoi. En tout cas, un personnage qui évolue très bien, je trouve, par rapport en tout cas au tome 1. Enfin, on sent un personnage qui évolue, qui est bien construit. Machin. Moi, enfant, c'est juste. Il me plaît pas beaucoup. Voilà. Mais allez, bah, je te le laisse si tu veux. Il y a pire. Oui. Il y a pire. Non, mais moi, oui, il y a pire. voilà. Oui. Je trouve que même, et puis même, bon, il y a des moments où il dérape un peu. Un des gros. Alors avant ça, moi il y a un moment où je l'avais trouvé très intéressant et intelligent. C'est quelque chose qui le caractérise vraiment, c'est l'intelligence émotionnelle, enfin l'intelligence de personne à personne en tout cas. Je trouve qu'il comprend très bien les gens. Il a une assez forte empathie, je pense. Et par exemple, quand il parle avec le nouveau mari de l'ex-femme de son frère, qui s'appelle Lors, j'ai noté. Oui, je crois que c'est ça. En fait, il manipule complètement la situation. J'ai trouvé ça ultra drôle parce que il comprend très vite que donc Lors est pas spécialement enchanté d'avoir son beau-fils dans les pattes, etc. Et il vient assez subtilement à ce moment-là manipuler un peu le truc pour essayer de récupérer son neveu. Donc ça, je l'avais trouvé voilà très intéressant. Et puis après, il y a quand même qu'il finit par tuer quand même sa belle-sœur pour récupérer son neveu. ouais, c'est ce que j'allais dire. Et après, il y a cette scène. Oh là là, moi, je pense que c'est une des premières scènes dans ce livre-là où je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il peut se passer des trucs un peu hard dans le livre. Il peut se passer des dingueries. Ouais. Et ça, je m'y attendais pas. C'est un personnage fort sympathique. Oui, malgré tout. Moi, je le trouve fort sympathique. Je l'ai vraiment pris comme un oups, je voulais pas faire ça en fait. J'ai glissé. C'est un peu, ouais, un peu un mix entre j'ai glissé et un genre, bon bah là, qu'est-ce que je fais? Bon bah voilà, je vais faire ça. Bah ouais. Mais en fait, je pense que c'était très logique pour lui, c'était sa limite en fait. C'était ça quoi. Mais tu vois, pour un personnage que je n'aime pas, je l'ai quand même compris son truc là. À ce moment-là, pour lui, bah c'était normal. Mais surtout que ça a été quand même pas sa première solution. C'est-à-dire qu'il a d'abord négocié, discuté, essayé de s'arranger pour faire 6 mois, machin, je sais pas quoi. Ouais. Et quand ça, non seulement ça marche pas, mais aussi, du coup, comment elle s'appelle, Amy, elle en discute pas avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, Amy, elle refuse le dialogue, elle dit non, rien à faire, t'auras rien, je me barre. Et donc je pense que là, il est pris un peu à dépourvu.
Et bon bah là, il retombe dans des solutions un peu plus Un peu plus radical. radicales, ouais. Mais ouais, cette scène, j'ai trouvé qu'elle était waouh, un peu Elle était vraiment bien amenée en fait. Je Oui, m'attendais pas du tout à ça. ouais. oui, mais et puis dans le fond, c'était quand même quelque chose de très très logique au final. Enfin, Ouais. arriver Oui, là. je voyais pour pas pour une prouver. sortie à l'amiable pour le coup, donc Ouais. je me demandais comment ça allait Ah, se mais passer. Bah voilà. Ouais. pour moi, c'était clair que ça ne pouvait pas bien Ouais. rouler. Le truc et les personnages ne s'entendaient pas du tout, ouais. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas finalement raison à Uni qui s'était barré à l'autre bout du pays dans un autre Ah, pays carrément, quoi. Voilà. bah on sait pas, peut-être que ça lui donne tort, vu que si elle avait accepté de dire oui, mon fils peut connaître l'autre moitié de sa famille, bah ça se serait très bien passé. Bien sûr, je pense qu'elle en avait très très envie que son fils devienne un tueur assassin. Ouais. Je pense qu'elle en avait pas très envie, mais moi je suis du côté de Hilo quand même. Je trouve que Ah ouais? Amy, Alors que moi sur ce coup-là, non, mais Amy à fond. Et d'ailleurs, Lan, pour le coup, elle lui, il avait très bien compris sa femme. Lan y avait très Son bien ex-femme, compris Oui, c'est sa parce que femme. lui, il dans a le sens laissé que tu veux. partir. Oui, mais Ouais, il a laissé je pense que partir. Lan aurait pas forcément non plus compris ou accepté que sa femme refuse que son fils passe du temps avec lui. Par contre, Oui. parce que quand il la laisse partir, il respecte ça, Oui. mais il sait pas qu'elle est enceinte. Non, bah, enfin, il avait qu'à lire le courrier plus tôt aussi. Oui. Il aurait peut-être géré ça différemment, mais je sais pas comment. Tu vois, c'est intéressant. Je sais pas comment Lan aurait géré ça si Aini avait continué à refuser C'est vrai. de le laisser passer du temps avec son fils. Il aurait sûrement essayé de négocier et de trouver une situation à l'amiable, mais je suis pas sûr qu'il aurait accepté de juste plus voir son Mais fils du Amy, à tout, quoi. l'époque, de toute manière, elle était tout à fait partante pour que Lan le voie, hein. Parce que c'est elle-même qui lui avait écrit pour lui Mm. dire qu'elle avait un fils et tout, et que lui, il pouvait le rencontrer, Oui, des choses c'est comme vrai. ça. Je pense que Amy, elle, pour le coup, avait bien cerné Lan, enfin, et avait aussi très bien cerné Hilo, qui est bien plus dangereux que Lan. Enfin, non, au niveau. pe- Peut-être que Lan est aussi dangereux, mais Mm, le fait qu'il meure, Lan, finalement, a peut-être fait du bien. mm. Parce Et qu'il puis, m'en est resté une très bonne image de ce ouais. personnage, du coup. Mais C'est vrai. je pense qu'en plus, Hilo, le problème qu'il a, c'est qu'il se retrouve un peu assigné par les autres personnages à ce rôle d'homme dangereux. Et je trouve qu'il y a un Mm. peu un côté, du coup, ça lui permet pas d'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, là, sur le coup, moi, je suis quand même pas. Bon, je me fais. Au final, bon, il y en a un qui tue la femme, donc il n'y a pas de question de tort ou de pas tort. Il aurait pas dû la tuer. Mais pour prendre sa défense quand même, sans vouloir, voilà, ne faites pas ça chez vous. Ne tuez pas votre belle-sœur si elle ne veut pas vous laisser voir votre neveu. Euh, mais voilà, pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas le fait que Amy refuse en considérant que de toute façon Hilo c'est juste un bourrin dangereux, violent, etc. Ça qui incite Hilo à se comporter comme elle le voit en fait. Voilà, donc Mm. Yoda a envie de me dire non. Ouais. Je sais pas, parce que je pense qu'elle est plus carrément opposée, elle est en fait au clan elle-même que Hilo, mais après, c'est vrai qu'elle était d'accord pour que Lan le voie, donc peut-être pas, je sais rien. Ouais. Je ne sais pas, nous ne saurons jamais, Nous ne parce saurons qu'elle est jamais parce morte. qu'elle est morte. Bon voilà, ça c'était Hilo. Hilo, mon petit chouchou. Euh, et Shae, que personne n'a mentionné. Euh, Moi j'ai beaucoup aimé Shae aussi. J'ai beaucoup aimé tout le monde, mais je trouve que c'est aussi un Elle est personnage. compliquée, je trouve. Ouais, Mm. Ouais, j'ai du mal à J'aime le m'attacher au personnage perso. aussi, voilà. Et j'aime le personnage, euh, mais ouais, elle est compliquée à aimer, je trouve. Ouais. à cause de quoi?
Parce qu'elle est un peu froide. Non, pas tant que ça, parce que, par exemple, avec ses neveux, je pense que, tu vois, elle le montre bien et tout. C'est presque, en fait, ça va être très méchant parce que c'est son choix et elle a tout à fait le droit de faire son choix, mais c'est un personnage qui s'est un peu gâché en revenant, en fait. C'est un personnage qui avait réussi à s'en sortir, heu et elle est revenue, en fait, dans son clan, moi, j'avais trouvé ça dommage, en fait, parce que je trouvais que c'était intéressant le fait qu'elle réussisse à s'en sortir. Et au final, je trouve qu'on reconstruit peut-être un peu la même chose avec Anden, ce qui me j'aime beaucoup Anden, mais c'était finalement aussi un personnage qui s'était un petit peu reconstruit à l'extérieur et qui finalement lui aussi revient encore, en fait. Et du coup, je suis un petit peu mitigée sur ces deux. Moi, Anden revient très tard, donc finalement, on a eu le temps beaucoup plus de s'y attacher, alors que Shae, pour le coup, voilà. Donc j'en sais pas. C'est pas un personnage que je trouve particulièrement froid. Je pense que c'est un personnage qui intériorise beaucoup, mais qui n'est pas froid en elle-même. Je pense qu'au contraire, elle le ressent beaucoup. Elle a beaucoup d'empathie, des choses comme ça. C'est pas. Je pense pas que ce soit un personnage froid. Moi, juste sur Randen et Shay, je trouve que c'est assez différent leur situation parce que pour moi, ils sont pas du tout partis pour les mêmes raisons. Déjà, Anden, il est pas parti volontairement. C'est vrai. Anden, il a toujours eu envie de faire partie du clan. Il veut juste, et c'est ça qui est très intéressant chez Anden, c'est que lui, il veut fortement faire partie du clan. Il veut juste pas utiliser le jade. Ce qui est compliqué dans un clan de Jade Warriors. Mais là où Shay, pour moi, elle était partie parce qu'elle voulait essayer de s'émanciper de sa famille, qui est quand même très présente et qu'en fait elle avait besoin, à mon avis, de se construire autrement. Et moi j'ai l'impression que quand elle revient, elle se rend compte qu'en fait elle est quand même attachée à cette culture, à ce clan, et elle trouve des façons de s'impliquer. Et en fait, elle est pas du tout forcée. Enfin, ça lui va très bien de travailler sur ça, d'avoir. En fait, ça lui correspond très bien ce travail de Weatherman. Euh, donc, moi, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve qu'elle est intéressante. Je trouve qu'elle a aussi sa part de dilemme. Et je trouve qu'en plus, elle apporte, ça c'est pas tant lié à elle, mais à son personnage, mais elle apporte aussi des perspectives différentes. T'as le moment où elle est enceinte, qui apporte des réflexions super intéressantes, j'ai trouvé, sur le patriarcat de leur société. Le côté, bah, en fait, elle peut pas être enceinte sans être mariée et être à une posture de pouvoir. C'était super intéressant. Je trouve qu'après son duel avec Height, c'était un passage super intéressant aussi. Et après le moment horrible où elle tue Maro. Enfin, je trouve que d'abord il y a leur discussion. Ils ont une discussion super intéressante aussi. Je trouve que Maro c'est un personnage très intéressant aussi. Ils ont une discussion super intéressante où en fait ils rompent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas compatibles pour des raisons qui sont indépendants de leur volonté. Et après le moment où elle se retrouve à le tuer, c'était horrible. Enfin moi je trouvais ça horrible ce passage. Donc je trouvais que c'est plein de passages super forts. Non, je suis d'accord. Oui, c'était horrible et en même temps je trouvais que c'était un moment qui la faisait grandir.
Enfin, encore, parce que bon, c'est horrible, vraiment c'est horrible. Mais autant elle n'avait pas réussi à tuer Doru, là, Mm. C'est vrai. son ancien augure des saisons, là elle le tue elle-même. Elle le tue elle-même en plus pour l'empêcher qu'il soit tué par le frérot, donc à petit bout par petit bout, quoi. Donc il valait mieux que ce soit elle qui le tue. Euh, mais tout en étant vraiment horrible et tout ça, ce moment-là, en fait, pour elle, et un moment où elle se rend compte que finalement, elle avance un petit peu, quoi, aussi. Oui. Mais bon, Bah, elle assume. je sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est ça. Elle assume le clan, elle assume tout, elle assume tout le côté. Mm. Je sais pas, moi, pourquoi j'ai du mal avec Shae, qui finalement est un personnage très bien construit et tout. Ouais. Très intéressant le fait qu'elle avorte d'ailleurs, parce que j'étais en train. Enfin, très intéressant. J'étais en train de me dire, on va encore avoir un personnage qui va tomber enceinte et où personne à aucun moment ne va prononcer le mot avortement, ce qui commençait déjà à mériter, et puis Mm. finalement, elle avorte, quoi. Donc, Mm. alors ça aurait été en effet beaucoup mieux que elle en parle à son compagnon, n'est-ce pas? Mais c'est au moins une réflexion qu'elle a, quoi. Mm. Bah, et puis moi j'ai trouvé intéressant. En fait, moi je pense que j'ai trouvé ça très compréhensible qu'elle en parle pas à Maro. Et c'est presque un des trucs que je reproche à Maro, c'est son côté ah quoi, comment est-ce que t'as osé faire ça sans me le dire, sans me consulter, moi je voulais avoir un enfant, machin. Mais en fait, euh, c'est pas toi qui étais enceinte quoi. Enfin, c'est elle est enceinte à un moment où juste elle peut pas, ça lui convient pas. Euh, donc oui, elle a avorté. Et quand je trouve que quand lui il l'apprend, en fait, il aurait dû la supporter et la soutenir et essayer d'être présent pour elle plutôt que lui dire ah mon enfant, oh là là. Donc J'avais pas trop compris comme ça qu'il. Enfin, moi, c'est pas ça que j'avais compris qu'il lui reprochait. J'avais peut-être très mal compris. Moi, je pensais que en fait, ce qu'il lui reprochait, c'est juste de ne pas lui en avoir parlé, en fait. moi j'ai compris les deux, mais peut-être que c'était juste le fait de pas lui en Mais avoir non, parlé. c'est peut-être moi que pas Mais très tu vois, moi, bien. moi, je peux comprendre qu'elle lui en parle pas aussi dans le sens où c'est pas une décision facile. Et pour moi, enfin moi je peux comprendre qu'elle considère qu'en fait c'est sa décision à elle, pas sa décision à lui. Donc impliquer l'autre, potentiellement, ça aurait pu juste lui compliquer la prise de décision pour peu que lui dise ah non, moi je préférerais le garder, machin. Elle derrière, elle aurait été obligée de dire soit ok, je le garde pour toi et derrière ça la met dans la merde, soit dire bah si je veux quand même avorter et du coup elle est obligée de non seulement prendre cette décision qui est pas facile et la prendre en s'opposant à la volonté de l'autre. Donc en plus des bâtons dans les roues quoi. Voilà, Mm, c'est mon opinion. ouais. Je suis pas. Enfin, moi, dans le fond, je suis pas très d'accord, mais parce que, enfin, elle a pas à lui demander son avis, mais l'informer, ça aurait été cool, quoi. Mm. Voilà. Mais en effet, peut-être qu'il aurait été relou derrière et que du coup. Puis surtout, ça tombait à un très mauvais moment en plus pour elle, quoi. Voilà, c'était pas. Oui, c'était pas idéal comme timing. Non, pas vraiment, non. Le timing était pas au top. C'était pas- Euh, Et Maro, du coup, vu qu'on parlait de lui, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'avais un petit pressentiment, moi. Ah ouais. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit pas aussi simple pour Shai. D'ailleurs, ça me fait de la peine parce qu'elle a pas vraiment de chance, la pauvre, hein. Mais je me disais que c'était un peu trop beau et je trouvais que la présentation, l'introduction du personnage faisait en sorte que ça pouvait porter à des futurs conflits, que ce soit comme ça s'est passé ou autrement, hein, mais ça pouvait pas être juste bien. Voilà, ça pouvait pas être juste cool, juste
Juste quelqu'un qui apporte au clan sans sim quelque chose de cool. Ouais, je pense notamment à la première rencontre avec Hilo où on sent que même s'ils font des efforts tous les deux, enfin surtout Hilo, j'ai l'impression quand même, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer derrière, que ça peut pas s'arrêter là, que ça peut pas être cool et sympa quoi. Mais par contre, c'est un personnage qui était intéressant. J'avais espoir de me tromper, mais mais non, voilà. Mm. Malheureusement, non. Oui, moi je pense qu'ils étaient pas vraiment compatibles en fait au final. C'est-à-dire que il lui apporte des idées intéressantes, il lui apporte une ouverture et un autre point de vue, mais au final, quand tu creuses au cœur du cœur, en fait, ils sont foncièrement pas d'accord sur les choses quoi. Et du coup, ça pouvait pas, effectivement, a posteriori, ça pouvait pas marcher. Ça aurait pu se finir moins tragiquement. Euh, avec cette scène d'attentat qui était horrible aussi quand je disais dans l'intro que à partir d'un moment ça s'enchaîne les scènes où tu dis Ah quoi oui. encore ça. Là j'étais là, cet attentat, ça j'ai pareil, j'étais pas prêt. Tu sens, je pense que sur ce moment-là tu sens qu'il va se passer un truc parce que je sais pas, il y a une espèce d'ambiance un peu tendue. Je sais pas si c'est le fait que elle aille au parc. Ou je pense qu'il y avait un peu des éléments qui m'étaient fait me dire ah, c'est pas normal qu'on nous parle d'un truc aussi anodin. Il va se passer quelque Mais chose. oui, il allait forcément se passer quelque chose à ce moment-là, en fait. C'est Mais vrai. ouais, la voiture qui explose avec le frère dedans, j'étais pas, euh, j'étais pas content. Oh. Et je trouve que c'est un moment où Wen, du coup, vous l'avez toutes les deux cité, mais Wen, moi, c'est aussi un des personnages que Ouais. j'ai préférés. Et c'est un moment où tu vois la force du personnage parce qu'elle réagit immédiatement, elle se laisse pas du tout abattre, alors que non seulement elle vient d'échapper à un attentat avec ses enfants, mais en plus elle vient de voir son frère mourir sous ses yeux quand même. Et elle C'est se laisse clair. pas du tout abattre, elle réagit très vite, elle enchaîne, elle Mm. va dans la boutique où là elle dit ok toi maintenant tu vas m'obéir, tu vas aller me cacher, tu vas machin. Enfin elle prend complètement les choses en main et je trouve que ça montre bien que c'est un personnage vraiment très fort. Je crois que c'est ça qui m'a le plus Wen. plu chez elle, en fait. C'est son côté fort et sa prise de position, en fait, même. Parce qu'au Mm, début, elle n'est pas du tout, en tout cas, mise en valeur ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression qu'elle prend elle-même le taureau par les cornes, comme on dit. Et mm, elle, voilà, elle s'impose dans le truc et elle le fait bien en plus de ça, mm, complètement. Mm. ouais. Et c'est pas du tout un personnage qui pourrait être dans les clichés de femme forte. Euh, Oui, ouais, ouais. elle est forte, mais pas déjà pas du tout de manière physique, pas de baston ou de quoi que ce soit. Elle est pas non plus dans les clichés de l'antiféminité, c'est-à-dire que c'est quand même, elle a des enfants, elle s'occupe de son foyer, etc. Enfin, elle est même plutôt dans les codes de ça. Euh, donc elle sort complètement des clichés, mais en même temps, il y a aucun doute sur sa force de caractère, son intelligence. Euh, elle ose complètement mentir et manipuler son mari, alors qu'elle l'aime profondément, je pense, mais elle sait que si elle lui dit les choses, il l'empêchera et que par contre, il faut qu'elle le fasse parce que c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire. Donc elle dit bah Mm. on lui dit pas, comme ça, il nous fait pas chier, on fait le truc, Il le euh, sait pas, il peut pas dire non. voilà, il est pas au courant, mais c'est bien pour lui. Et Ouais. pareil, même avec Shai, je trouve que c'est un personnage qui comprend bien Shai et qui arrive un peu Un- pas à la Ouais. manipuler, mais à l'aider en tout cas dans ses démarches, à la sortir, celle qui vient la sortir de sa chambre avec une discussion qui est une belle discussion aussi après l'attentat. Euh, Leur duo est très bon, je trouve. hmm, Je trouve que Ouais. ces deux personnages qui vont très bien ensemble, en fait.
qui ont une certaine intelligence, qui réagissent très très bien, qui communiquent bien entre elles et tout. Ça, c'est super intéressant. Mm. Les deux personnages ensemble. Un beau duo qui fonctionne bien. Et elle est aussi un petit peu comme avec Anden finalement la preuve, l'implication que finalement les clans de, enfin le clan de Jade en fait a aussi besoin de personnes qui n'ont pas de Jade en fait. Mm. Et C'est c'est vrai. peut-être quelque chose qu'ils comprennent pas C'est les vrai. autres. Oui, que tu peux aider sans être puissant en Jade. Alors elle, en plus, c'est presque le contraire, c'est-à-dire que une de ses utilités, enfin, pas que, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est pas utile que pour ça. Et heureusement, je trouve qu'elle est pas utile que parce que c'est une Stone Eye, je sais pas comment ils le disent en français. J'ai oublié. Ah mince. Œil de pierre. Œil de pierre. Je sais plus si c'est ça le terme. Bon, c'est pas grave, on a compris quoi. Oui, oui. En tout cas, j'ai trouvé ça bien que ce soit pas juste parce qu'elle est une Stone Eye qu'elle est utile, c'est-à-dire qu'elle fait aussi de la gestion d'informateurs, etc. Et bon, il y a ce truc en plus qui est le fait qu'elle soit une Stone Eye qui vient être complètement utilisée de manière intéressante et rentrer dans cet angle mort des eaux émeraudes qui considèrent que s'ils perçoivent pas quelqu'un, c'est que la personne ne peut pas avoir de jade. Et elle est dans cette faille-là, ce qui leur est bien utile à moult reprises. Tout à fait. Jusqu'à cette scène, ces scènes finales quand même qui sont aussi voilà, j'aurais fait un peu l'inventaire des scènes au passage du coup, mais où j'ai trouvé ça vachement bien. Bah, en fait, la fin, il y a quand même un enchaînement, une accumulation de trucs qui se passent un peu tous en même temps. Mais Oui. l'interview avec Anden qui se fait à moitié griller, et le fait qu'ils arrivent à mettre en place leur plan, à s'en sortir, et au final se faire avoir par Oh. par les gangsters là, pareil, t'es dégoûté, tu te dis mais quoi, pourquoi eux quoi? Qu'est-ce qui est non, on avait réussi. Ils s'en étaient sortis tous les trois, ils étaient bien là, et puis blam. Ouais. Et puis là j'étais dégoûté. Là, Là, pour le coup, par contre, c'était pas Béraud, c'était un grain de sable ouais. ailleurs, tu vois, mais un peu mieux que l'autre Newf, là. Oui, bah on accepte mieux du coup, même si ça fait vraiment ce Oui. côté, voilà, t'avais ta trame principale, tu pensais que tu t'en étais sorti, c'était même pas la trame principale, c'était déjà une trame secondaire en plus. C'était déjà aller se débarrasser de ce mec qui nous met des bâtons dans les roues pour notre guerre de clan. Et là, encore un troisième niveau, le mec qui débarque et qui dit en fait, moi j'en ai rien à faire de vos trucs, vous n'avez rien à faire de mes trucs, mais là, je vais venir vous faire chier. Ouais, bien en plus. Ouais. C'était Qui tue réussi. Rhône, j'étais dégoûté parce que il était assez sympathique ce Oui. garçon aussi. Ouais. J'étais assez triste qu'il meure. Moi aussi. J'aurais presque fait tuer inverser les morts. Parce que moi, je l'aimais bien, lui. T'aurais tué Wen à la place? Non, tu pouvais pas Ouais. nous faire ça. Oh, allez. Non, C'est pas fun. je suis pas fait. Oh, t'imagines Hilo si Wen elle meurt en Espenia comme ça? Là, je pense que y a plus de mesure, y a plus rien. Il débarque, il tue tout le monde. Il tue sa sœur au passage. Il tue sa sœur au passage. Ouais. Il tue Anden. Là, je pense qu'il y a plus de contrôle. Là, il y a plus rien. Non. Moi, à un moment, j'y ai cru que Wen elle était morte en plus. J'étais pas bien. Hein. Je mets mon petit cœur qui disait. Oh là Je là. pense que c'est celle pour qui j'ai le plus peur de tout le tome là. Ouais.
Bah, les autres, t'as pas trop le temps d'avoir peur. C'est-à-dire que les autres qui meurent, ils meurent tellement de manière Oui, soudaine c'est vrai, en fait. que, genre le frère, quand il meurt, en fait, t'as pas eu le temps d'avoir peur pour le frère. Il C'est explose, clair. il est mort. Bon, dommage, il était gentil. Il est là, il est plus là. Mais- Gentil, gentil. Bah, c'était le frère gentil, lui, plutôt. Ah non, moi je préfère l'autre deux frères. Ah ouais, bah l'autre, il est gentil aussi, mais il est un peu plus psychopathe sur les bords quand même. J'aime bien les psychopathes. Ah ouais. On n'aime pas Hilo, mais on aime Tar, hein, bah d'accord. Ouais. J'aime bien tard. Mais du coup, oui, et cette scène finale aussi, ça peut nous permettre de revenir un peu sur Randen, mais ça vient de manière intéressante amener une conclusion à son arc de cet épisode qui on commençait à se dire bon, il va falloir qu'il se remette à toucher du jade un petit peu, ce garçon. J'attendais que ça, moi. Ouais, bah je pense que tout le monde attend que ça, Ah ouais? et Ah ouais, alors que moi non, à au part contraire, Yoda. j'attendais pas du Mais non, parce que moi je trouvais que c'était vraiment intéressant justement, un personnage qui n'était pas intéressé enfin pas qu'il n'était pas intéressé par le jade en soi, mais qui n'était pas intéressé par le fait de tuer des gens pour les tuer. Enfin vraiment, moi je trouvais ça vraiment très très intéressant. Et du coup, je suis ravie de sa conclusion en effet finalement. Bah Ah oui, ça marche très bien, ouais. Ça marche très bien et je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Ouais. c'est clair. Bah c'est ça. Je pense que le fait qu'il utilise pas le jade, il y avait un côté un peu de gâchis, de dire, enfin, c'était un peu, moi je trouvais que c'était un peu une décision overkill, c'est-à-dire que c'est très compréhensible et c'est très intéressant sa décision de dire je veux pas utiliser le jade, et c'est très intéressant. Il y a une conversation, je pense, avec Cory, où il en parle avec Cory, et Cory lui dit ah oui, je comprends, tu voulais pas tuer des gens, et Andy il lui dit, enfin il lui dit pas d'ailleurs, hein, mais il dit mais en fait il a rien compris, c'est-à-dire que moi tuer des gens ça me dérange pas du tout, c'est juste le fait d'aimer ça qui le stresse, quoi. Donc c'est cette espèce d'attrait du pouvoir, d'accro au pouvoir qu'il a ressenti dans son duel, qui lui fait super peur à cause de l'exemple de sa famille. Mais déjà, je trouvais ça super intéressant qu'ils disent en fait non, moi tuer des gens, ça me va. J'ai été élevé dans les clans, je comprends que parfois il y a besoin, il y a pas de problème. Enfin, c'est pas du tout un saint de ce point de vue-là. Euh, mais du coup, voilà, et il veut pas prendre plaisir à ça, donc il se dit je vais pas savoir me contrôler, donc j'arrête tout. Et c'est là que moi je trouvais ça un peu overkill, et en plus, t'as un côté un peu dommage en tant que lecteur qui veut voir du popcorn, tu dis mais quand même, il était super puissant, moi j'aimerais bien Oui. qu'il refasse. Et là, l'autrice, elle vient un peu Mais te non! retourner le truc, tu vois. Elle te dit, ah, il va se resservir du jade, mais c'est pas comme tu pensais, les gens qui sont pas comme Yoda, qui ont pas cette intelligence émotionnelle de dire qu'on veut pas que du truc popcorn de super-héros. Mais nous, les lecteurs plus basiques, on pensait qu'il allait juste, à la Non. fin, prendre du jade et tuer tout le monde en mode c'est bon, je suis trop puissant et tout. Il fait pas ça. Il y Mais a le non! stylo qui vient te taunt un peu, tu sais, qui roule à ses pieds, où tu dis ah il va attraper le stylo, il va tous les sauver, etc. Pas du tout, il récupère pas le stylo, il les sauve pas du Non. tout tous. Mais après, il se reconvertit en soignant, quoi, et il trouve un intermédiaire du coup, qui est je peux continuer à utiliser le jade, mais Mm. sans devenir un psychopathe, quoi. Non, c'est un super compromis, je trouve, complètement. Exactement. Vraiment, je pense qu'on pouvait pas faire Mm. mieux comme porte de sortie pour ce personnage, Ouais. enfin comme solution de sortie pour ce personnage. Parce qu'en effet, ou tu le laissais à Espenia toute sa vie, pourquoi pas? Après tout, voilà. Mais tu sentais que lui voulait vraiment revenir, donc voilà. Ou alors il revenait et puis il se faisait buter de suite. Bon, voilà. Finalement, il revient, il aura son jade, mais il prendra plus part au combat. C'était impeccable. Mm. Enfin, c'est vraiment Carrément. l'idéal. Mm. Bah parce que Alice Pine, il était quand même un peu en décalage, moi je trouvais. Enfin, il a fini par s'intégrer,
par se rendre compte que bon, lui, il avait mis des grosses barrières et qu'en fait, il y avait des choses à prendre. Mais une fois qu'il s'était intégré, il se rendait quand même compte que bah c'était pas tout à fait ce qu'on disait au début, c'était quand même pas tout à fait la même culture quoi. Avec le Cory qui était quand même un peu à côté de la plaque quoi. C'était j'étais pas été complètement fan de leur relation. Au début, j'étais complètement pour, je les trouvais très mignons. Et au fur et à mesure que leur relation se développait, je la trouvais de moins en moins fonctionnelle et idéale. Oh bah de toute manière, elle était faite pour être dysfonctionnelle cette relation. Autant c'était mignon choupi au tout début, ouais voilà, c'est mignon. À partir du moment où t'as deux personnages qui n'ont pas du tout, enfin ils avaient pas du tout leur même but dans la vie quoi. Cory lui voulait rester. Alors oui, il lui dit qu'il est d'accord pour voir, enfin qu'on va discuter machin tout ça. Enfin c'est évident que jamais va rentrer quoi. C'est même pas qu'il va jamais rentrer, il y a jamais mis les pieds là-bas, donc Oui. voilà. Et puis ça, il s'y Lui, sa intégrerait vie, pas elle du était tout là, quoi. là-bas. Il s'y intégrerait pas du tout, d'autant plus que lui a du jade et que du coup, il serait pas protégé en tant que civil, quoi. Donc, s'il voulait le protéger, il fallait lui enlever son jade. C'était... En tout cas, en l'état de leur relation à ce moment-là de leur vie à tous les deux, non, clairement, c'était pas une relation qui avait vocation à avancer longtemps. Bref. J'ai trouvé, autant vraiment le personnage je ne l'aime pas, j'ai quand même trouvé très intéressant la toute conclusion du bouquin pour le coup. Ah avec oui, Béraud. Sur le fait qu'en fait il part, c'est un peu l'impression que j'ai eu en finissant le livre, c'est que du coup ça donne cette impression que le récit allait aller vers des personnages qui eux vont chercher à détruire les clans. Et ça m'intéresse beaucoup pour le coup, parce que moi les clans je les trouve extrêmement dysfonctionnels. On va dire la famille, les clans, ils s'aiment beaucoup, machin, ils sont mignons. Voilà quoi, ça va 3 minutes. Moi les deux clans en tant que tels, c'est un système que j'apprécie pas beaucoup. Donc, voilà, c'est pour ça je pense aussi que j'ai très envie de lire ce tome 3, c'est pour voir si en fait ils vont. Est-ce que Béraud va continuer à faire une apparition tous les 15 chapitres juste pour venir tuer quelqu'un par hasard pour lui, mais qui va bouleverser tous les autres? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose dans lequel le troisième tome va aller plus sur des personnages, enfin peut-être une troisième voie, enfin un troisième comme ça pour qui veulent vraiment détruire vraiment les clans quoi. Ouais, je suis pas complètement d'accord. Non, je sais. Moi j'aime bien les clans. Non, il y a deux choses, c'est que je suis d'accord en tout cas que c'est intéressant d'amener cet autre point de vue. Je sais plus comment il s'appelle, mais presque anarchiste quoi. Enfin, je sais plus comment. De gens qui veulent la fin des clans. Je trouve que encore une fois, c'est un exemple où Béraud, qu'est-ce qu'il fait là quoi. Par contre, enfin. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est même pas forcément logique dans son personnage. Pourquoi c'est lui qui se retrouve là? Enfin, bon, ça continue à être lui, il se promène. Bon, ça nous permet de, voilà. Pour moi, c'est vraiment c'est un moyen de nous présenter des gens sans que ça soit complètement ils sortent de nulle part, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant. J'ai presque l'impression qu'en fait il est pratique, le personnage il est là et que du coup t'as pas besoin de réintroduire d'autres personnages pour. Comme voilà, tu disais, en c'est fait, facile en fait. Ouais. Voilà, en fait à ce niveau-là, Béraud il est presque en fait la représentation du petit peuple quoi. Le fil conducteur de tout. C'est ça. Ça pourrait être, au lieu d'avoir des gens différents à chaque fois, c'est toujours lui, toujours le même. Peut-être qu'en fait, ils s'appellent tous Béraud. Alors. Pardon, peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Béraud, c'est un prénom très répandu. C'est le PNJ de base. Et c'est ça. Ça veut dire villageois. Mais en fait, sur Béraud.
Ah oui, autant c'est une mauvaise traduction, c'est tout. Genre, j'aime beaucoup cette théorie. Voilà. Parce que Béraud avait une conclusion à son histoire finalement. Après tous ses malheurs et ses bonheurs et tout ce machin, je trouvais que le fait qu'il soit récupéré par... et là, je trouvais que le lien aussi était bien fait avec ce personnage qui était quasiment dans les tout premiers chapitres et qu'on retrouve à la fin, le manchot, pote de d'Hilo. C'était quand même ça bouclait presque son histoire. Il avait retrouvé un truc, machin, c'était terminé, voilà, on s'était bouffé Béraud tout le long, c'était réglé, quoi, c'est bon, on parle plus de Béraud. Eh bien non, quoi, il va Ouais. encore revenir. Et surtout, pourquoi lui se relance dans quelque chose alors que finalement il a un peu trouvé un équilibre, une paix, un machin, tout ce que tu veux, quoi. Pourquoi est-ce qu'il repart encore à l'aventure stupide? Bah oui, Parce qu'il est stupide, d'accord. il était Mais en bon. réinsertion pseudo, bah, peut-être pas rédemption, mais au moins réinsertion. Ouais. Là, il repart. Ouais. Mais voilà, ce que je finis par me dire, c'est que finalement c'était peut-être pratique, et que en fait il était là, et elle a pas besoin de recréer un nouveau personnage pour nous emmener à ces réfugiés révolutionnaires, machin. Bon, ok, allez si tu veux. Mais bon, Béraud. Ouais. Mais donc oui, donc les révolutionnaires, je trouve qu'effectivement c'est intéressant et ça sera probablement enfin même certainement un des axes du tome 3. Moi je suis pas complètement sûr de vouloir qu'ils réussissent parce que je trouve que les clans sont pas tout à jeter et je trouve que c'est quand même assez intéressant comme ils sont présentés en particulier dans ce tome encore plus que dans le premier, parce qu'on insiste bien sur le côté très culturel et communautaire de la chose, aussi en voyant plus ou moins ce que ça donne en Espeña. Je trouve qu'en fait ces clans, là, il y a le problème qui est qu'il y a deux clans en guerre, mais dans l'absolu, d'un point de vue culturel et sociétal, dans le cadre de cette société, à Janloon, c'est quelque chose qui a l'air de quand même bien fonctionner et d'être. Moi, je trouve que c'est quand même sur des bases assez saines, contrairement à des représentations qu'on peut avoir de mafia, de gangs, ou qu'on a aussi même sur les gangs en Espeña. Et ils nous le disent beaucoup. Ils nous disent, mais c'est le pilier d'Espeña qui dit, mais en fait, les crews ici, c'est comme la police ici, c'est des gens, ils prennent mais ils donnent rien. Et en fait, c'est aux antipodes de eux, leur conception très honorable des clans en tant que structure sociale qui sert à faire du lien autour du peuple, quoi. Et tu le vois à plein de moments quand même. Tu le vois quand il y a, je pense qu'il y a des incendies ou je sais plus, où dès qu'il y a des problèmes dans la ville, en fait, les clans viennent pour aider les gens. Ils font de la distribution de nourriture, ils aident à monter les trucs commerciaux. En fait, ils interviennent dans beaucoup de facettes de la vie du pays pour avoir un rôle de facilitateur et de cohésion, je trouve. Et donc, je trouve que c'est une approche très intéressante qui est beaucoup plus large que juste c'est des bourrins. En fait, c'est pas tant des bourrins, moi j'ai trouvé que c'était plus une organisation sociétale différente en fait. Voilà. Le clan en tant que tel n'a pas de problème, hein. Le problème c'est que les deux clans sont en guerre en fait. Ah oui, Ça. le problème c'est que les deux clans sont en guerre. Voilà. Ça, Et finalement, est-ce qu'on n'en arrive pas finalement à la solution de Haïtmada qu'elle prône elle depuis le départ, d'en fait réunir les deux clans? mais le problème, est-ce que c'est pas plutôt Haïtmada? Est-ce que le problème Mais c'est pas pourquoi? que elle, bah parce que elle a quand même fait assassiner la moitié des gens du clan adverse. Oui, bah ils ont assassiné aussi la moitié des gens de son clan. Ouais. Moi j'ai quand même l'impression que la base de cette guerre, c'est quand même Haïtmada qui dit je pense que tant qu'il y a Hilo, on pourra pas unir les clans sous ma domination, donc je vais faire tuer Hilo.
Et c'est de là que tout part pour moi. Donc moi je trouve que c'est sa faute. Ouais, mais parce que Hilo ne veut pas réunir les deux clans aussi. Ouais, mais pourquoi est-ce que Hilo il veut pas réunir les deux clans? Je pense que tu vois, c'est Etmada, c'est pas assez. Maintenant, c'est plus possible. Je pense que maintenant, c'est plus possible parce que de toute façon, il y a trop de passifs et de toute façon, aucun des deux ne veut Non, ouais. la paix. Même Aitmada, c'est assez clair que elle a beau dire oui, oui, on fait des discussions de paix, euh, elle veut pas du tout la paix. Elle veut, à la limite, absorber les autres et se débarrasser de tous ses opposants politiques. Hem, Elle veut pas, un accord en bonne entente et Hilo veut pas non plus, de manière évidente. Mais Non. tu vois, je pense que Hilo, s'il y a plus Aitmada, il pourrait envisager, une paix entre les clans. Heu, Euh, alors, je sais pas, parce qu'il était quand même parti à la base pour que le sous-fifre d'Aitmada là, prenne sa place, machin, tout ça, pour qu'en fait ça soit une personne faible pour derrière avoir le pouvoir sur lui, quoi. Tout son grand plan là, qui du début à la fin, quasiment à la fin du tome, c'était quand même en fait de monter entre les potentiels héritier d'Aitmada pour que derrière tous ces lanternes et ses alliés à elle finalement se liguent contre elle pour se rebeller pour se débarrasser et d'elle. la tuer. Mmh. Voilà, pour se débarrasser d'elle, pour que derrière, en fait, à la place, il ait quelqu'un de facilement manipulable à la place d'Aitmada. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est, pour tu vois, pour moi, c'est aussi il veut quelqu'un qui soit moins belliqueux, bah, déjà, il veut plus que ça soit Aitmada, quelqu'un qui le débarrasse d'Aitmada et derrière, qui le laisse tranquille, quoi. Est-ce que lui, il veut récupérer tous les clans sous son pouvoir? Moi, ça m'a pas donné l'impression, en tout cas, lui, il a pas l'air d'avoir une ambition débordante, quoi. Ça a pas l'air d'être son but dans la vie, d'avoir le pouvoir sur toute la ville et d'imposer ses règles, etc. Ça va plus être à la limite Shay, par exemple, qui lui dira oui, bah commercialement, je pense que Shay, si elle peut récupérer des Lantern Men pour faire plus d'argent au clan, etc., elle le fera. Et là, on est dans un aspect plus commercial de l'évolution du clan, quoi. Mais Hilo, moi, j'ai l'impression que, en fait, avoir le pouvoir sur toute la ville, s'il l'a, pourquoi pas, mais je sais pas si c'est son but ultime, quoi. Je sais pas trop. Oui, c'est vrai que c'est pas dit clairement de toute façon, donc non, pas forcément. En plus, j'ai l'impression que c'est une histoire d'enlever Aitmada, comme tu disais, et pas forcément prendre les deux camps en tout cas. C'est plutôt remettre peut-être les choses à zéro et voir un peu comment ça se passe après. Hmm. Bah, et défendre, assurer la défense. Pour moi, c'est plus assurer la Ouais, défense de son clan en faisant en sorte que l'autre clan soit pas dirigé ouais, par ouais. quelqu'un de trop puissant et trop agressif, quoi. Trop ambitieux aussi, ouais, Ouais. complètement. Mm. En tout cas, vu comme c'est parti, c'est plus que de Aitmada qui doit se méfier, mais à mon avis, Oui, la corne d'Aitmada, elle a choisi quelqu'un de bien. Hmm. Oui, je pense que ça va pas se finir dans la paix et l'amour, cette affaire. non du tout. Il y a peu de chance. Et qu'est-ce que vous attendez sur ce tome 3 du coup? D'habitude, je Ben moi, demande pour le est-ce que coup, vous vraiment allez le lire, mais là, je pense que oui. Oui. Moi, pour le coup, j'attends vraiment de voir si, enfin, si cette histoire de troisième voie sans clan, en fait, mène à quelque chose ou pas. Qu'est-ce qui peut se construire et comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que
mine de rien, alors ils viennent peut-être de l'extérieur, mais au début du tome 2, enfin au début de ce tome-là quand même, tu sentais déjà quand même que la population, elle avait un peu sa claque aussi quand même par moment de la guerre des clans. Hein. Mm. Et que c'est pour ça qu'ils font cette espèce de paix provisoire, c'est que les gens en ont ras-le-bol aussi. Et je pense que si ils se débrouillent bien, ils peuvent trouver du soutien dans la population, qui peut-être aime bien les clans parce qu'ils les aident, machin, tout ce que tu veux, mais qui par moment, même si c'est pas le but, même s'ils essayent en tout cas de faire attention à ce que les civils ne soient pas impliqués, les civils ils sont quand même pas être impliqués quand même dans leurs affaires. Oui, bah les civils, ils aiment bien les clans, pas quand les clans sont en guerre, quoi. Quand les clans fonctionnent de manière paisible. Et est-ce qu'on Et pense... toi, Et moi, t'attends quoi de la suite? bah je sais pas. Moi, j'attends que les personnages soient toujours bien, mais ça, j'y crois. Je sais pas, moi, je suis un peu naïf. J'aimerais bien que les choses finissent bien, donc mais j'y crois pas absolument. Je pense que même si ça finit bien, ça sera pas un bien parfait, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura encore des dommages collatéraux. Voilà. Non, je suis intrigué par. Avec la mort d'Aït Mada ou pas, du coup? Alors, la mort d'Aitmada, ça me poserait pas problème à moi personnellement. C'est ce que j'appellerais une fin bien, si ça finit bien. Happy end. Ouais. Ah ouais, ouais, je sais pas, je l'aime bien. Enfin, pas que je l'aime bien, mais vraiment, je la trouve intéressante. Oui, non, mais elle est intéressante. Mais tu vois, si à la fin de la trilogie elle meurt, je vais pas pleurer. Tu vois, je vais me dire, elle aura été intéressante. Pour moi, elle est intéressante, mais ça reste un antagoniste intéressant. Ouais. Ouais. Ce que je sais. Je sais pas, j'aimerais bien voir une solution avec elle, en fait. Voilà, tiens. Ouais, ça, alors moi, ça, j'y crois pas. Ouais. Je pense il y a trop, il y a eu trop de passifs pour que il y ait une solution avec Hilo et Aitmada vivants. Ça pour moi, c'est pas possible. Et j'aimerais bien que Hilo meure pas. Donc, Ah ouais, parce que, ouais, si j'ai à choisir entre les deux, je préférais que ça soit Itmada qui reste. bah moi, si Aitmada Voilà. reste, que Hilo meurt et que derrière le clan Sansim fait la paix avec Aitmada, je considérerais que c'est une défaite du clan, tu vois. Et je trouverais ça ultra dur. Je vois pas qui dans le clan pourrait prendre la décision de plier le genou entre guillemets une fois qu'Aitmada aura tué Hilo, tu vois. C'est ça me paraît pas ça me paraît pas envisageable en fait. Je vois pas en fait, ça veut dire que Aitmada elle mange complètement le clan et qu'elle se débarrasse de Hilo, de Shae, de Wen, de Tar, de Anden, de tout le monde quoi. Je vois pas de solution pacifique avec Aitmada en charge de la montagne. Pas de solution à deux clans. Alors ça peut être que les clans sont renversés. Euh, je sais pas quel rôle vont Moi, je suis jouer. curieuse de voir ça pour le coup. Ouais. Quel rôle vont jouer les Espéniens là-dedans? Est-ce qu'ils vont Ouais. revenir se mêler des affaires plus internes? Parce que pour l'instant c'était de la politique plutôt extérieure. Mais leur espèce de petite guerre a l'air d'être à peu près terminée. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'on va continuer à voir la petite communauté à Espenia? Ça, je suis pas sûr. Je sais pas si on continuera à aller voir cela Je depuis que sais Camden est rentré. pas. Ouais. C'est ouais. Est-ce qu'on Internationalement, va c'est dur de continuer à voir aller voir, ouais, ça. qu'est-ce qui Ou est-ce qu'on va. va finalement se recentrer plus à l'intérieur sur l'île, en se disant c'est bon, on a terminé avec le côté. Hmm. Je Bah, sais je sais pas. pas. Ou tu vois, ou ouais, ou l'inverse. Les internationaux qui viennent plus se mêler des choses sur l'île, quoi. Peut-être. Je sais pas du tout.
Ça sera, voilà. Ça sera le suspense. Voilà. La Il y a- surprise. Ouais. Et je sais Oui. pas si vous avez vu aussi d'ailleurs, mais je crois qu'il y a qu'elle a fait deux préquels. Alors je me demande si c'est des nouvelles ou des. Je vérifie mes informations en parallèle. Mais il me semble que j'ai vu. J'ai vu sur Livre Addict qu'il y avait 2 livres à côté, enfin 2 petits trucs à côté. Ouais, c'est ça. Il y a un roman indépendant et un recueil de nouvelles indépendantes. Alors je sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il y a un endroit où ça peut être Oui, indépendant, ça va être encore parti pour être un truc pas du tout indépendant en fait. Ouais. Bah je pense que la novella c'est un préquel. Où il y a l'air d'y avoir Height dedans en personnage. Ah. Donc, je sais pas quand ça se passe. En fait, je m'étais demandé si ça se passerait carrément à l'époque où les clans étaient encore unis et pendant leur révolte contre Shotar. Ouais. Mais ça a pas l'air d'être ça. Vu qu'il a l'air d'y avoir dans les personnages Height Mada et Cole Hilo, donc voilà. Et les préquels short story, je sais pas du tout de quoi elles parlent parce qu'elles n'ont pas de page Wikipédia, donc. Non. Ce J'essaie de truc-là trouver. avec Aitmada et Cole Hilo, de toute manière, ça c'est un truc de nouvelle, ça. Bah, il y a une novella et un recueil de nouvelles de ce que je vois. The Jade Setter of John Loon, qui est une novella avec les deux là, et puis Ouais. Jade Shards. Ouais. Dead Cert, c'est 4 nouvelles. Ouais. Qui ont l'air de se passer plus sur le passé. Alors, une sur Aitmada avant qu'elle Ouais, ça soit va être. leader. Collan avant qu'il soit leader. Une histoire sur Cole Hilo et sur Make Wen avant qu'ils soient mariés. Et Oui, ouais, ça va pas être très chez. vieux non plus, quoi. Non. C'est plus la jeunesse des personnages de Et ces là, je pense personnages-là. que celui sur Chae, ça doit être quand elle était espionne. Ouais. C'est ça qui a marqué, ouais. Mm. Voilà, moi je pense que je lirai ça une fois que Voilà. j'aurai lu le tome 3, mais Oui. on Ouais. verra. Ouais, bah, moi je pense que je vais pas tarder à lire le tome 3. Moi non plus. 850 pages. C'est encore pire que celui-là. Et déjà celui-là avec 770 pages, c'était pas mal. Ouais. Waouh. Et Ils sont de bah. plus en plus gros. C'était pas. Bah, C'est il vrai, faut, au fur et à mesure qu'on avance, ils sont épais. Ils prennent faut un peu plus. conclure, hein. Et le tome 3 a 200 pages de plus que le tome 1. Qui est pas Quand même, hein. énorme. Ouais. Bon. Je pense que ça devrait être une lecture très prochaine. Moi aussi, probablement. On veut savoir comment ça finit. Ouais. Eh oui, voilà, c'est ça. Et ben on vous dira peut-être. On partagera nos D'accord. ressentis. J'allais dire on vous dira sur Ça le sera forum, mais. peut-être. Eh ben écoutez, est-ce que vous voyez d'autres choses à dire là sur ce tome 2 en tout cas? Ou est-ce qu'on a fait le tour de tout ce dont vous vouliez parler? Non, on a fait. Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a beaucoup parlé déjà. On avait beaucoup de choses à dire. C'est un roman assez riche, donc. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Comme c'est un roman riche, il y a des choses à dire. Oui. Avec des personnages intéressants et tout, il y a beaucoup de choses à dire sur eux, donc ça prend du temps. Bah ouais. Bah écoutez, si on a tout dit, on va conclure là.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. On espère que c'est intéressant, que ça vous a plu aussi ce livre autant qu'à nous. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé sur nos différents réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur le forum de la garde de nuit, à venir discuter avec nous de vos lectures. Et puis nous, on va sûrement lire le tome 3 et on essaiera peut-être je sais pas, de dire sur le forum ce qu'on en a pensé. Et en attendant, on vous retrouve du coup le 5 août pour le tome 2 de Nevernight, le 12 août pour les Cités de Poussière, et ensuite encore en août pour deux autres suites de livres. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tout ça et à venir en discuter avec nous. Et puis merci Flamme et Yoda pour cette conversation. Merci. Merci, carrément. Et puis bonne soirée tout le monde et à bientôt. Au revoir. Salut tout le monde.